Salut les amis, bienvenue dans le Plein de Super, le podcast qui vous fait découvrir le meilleur de la bande dessinée américaine. On va parler comics pendant une petite heure, vous connaissez le principe. Maintenant, je suis ringside, vous m'avez peut-être reconnu, et je suis accompagné, comme toujours, dans cette lourde tâche, par l'inimitable Lord of Babylon, Jérôme. Comment ça va, Jérôme? Bonsoir, bah pas mal. Ça va. Pas mal, la pêche. Ouais. Et on est également accompagné par Isaac, votre barman, qui a pris racine un petit peu ici. Comment ça va, Isaac? Bah écoutez, moi, je suis très content de participer à cette émission. Surtout qu'on va parler de trois excellents titres. Ouais, on est parti dans les classiques, là, on va pas faire mentir le slogan de l'émission. On est Oui. vraiment dans le meilleur de la bande dessinée américaine. On se retrouve en effet aujourd'hui pour parler de l'origine de la Sainte Trinité de DC Comics, autrement dit Superman, Batman et Wonder Woman. Puisque, en effet, une fois n'est pas coutume, on retourne dans les années 80, en 86 et 87 précisément, année de la publication de Superman Man of Steel, Batman Year One et Wonder Woman Dieu est mortel, ça s'appelle en français, je crois. C'est les 7 premiers épisodes de la série. Le volume 2, on appelle ça. Donc voilà, retour aux années 80, 1986-87. Souvenez-vous, Tchernobyl, crash boursier, guerre des Toyota au Tchad, crise de la Semaine Sainte en Argentine et d'autres joyeusetés. C'était ça un petit peu de climat à l'époque. C'est l'année aussi de la création du programme Erasmus qui permet aux étudiants qui détestent leurs parents de partir très loin du foyer familial. Je crois que ça a été abandonné depuis ou modifié. Non. Ça existe toujours? Ça existe Ok. toujours. Bravo à eux. Au cinéma, on se bouscule pour aller voir quelques chefs-d'œuvre comme Jean de Florette, Manon des Sources, Rocky IV. Plus tard, Crocodile Dundee avec Paul Hogan, Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci, Au revoir les enfants de Lumal. Et bien sûr, Le bonheur a encore frappé de Jean-Luc Trottignon avec Jean-Luc Bidot, la célèbre comédie française à succès. À la radio, on doit subir Elsa qui chante T'en vas pas, alors que Francis Lalanne lui répond avec On se retrouvera, et que Licence 4 propose de fêter ça avec Viens boire un petit coup à la maison. Voilà. Hein, Que de la temporelle. Ouais. Il y a de l'échec scolaire dans l'air. Hein. C'est ça. Souvenez-vous des couvertures de Pif Gadget. L'Aziza de Balavoine aussi, plein d'autres merdes aussi. Hein. En librairie, c'est carton plein pour Stephen King, Tom Clancy avec les aventures de Jack Ryan et aussi Daniel Steele, des auteurs préférés de ma mère. Hein. On aime bien en parler. Et du côté du monde des comics, eh bien, tout simplement, DC vient de terminer son grand ménage de printemps. Crisis on Infinite Earths, la maxi-série qui doit remettre à plat toute la chronologie de DC est terminée. Le multiverse est effacé et il est l'heure de réécrire l'origine des plus grands héros de la firme. C'est l'objectif donc des 3 séries dont on va parler ce soir. Batman Year One, Man of Steel, Wonder Woman, Dieu est mortel. Dans le désordre, je vous les donne. Donc voilà, on va faire le tour de ces 3 séries. Alors, Man of Steel, c'est la série la plus ancienne, elle date de 86, puisque les dates d'édition, c'est octobre 86 à décembre 86. 6 épisodes par l'inimitable John Byrne, la légende, avec une autre légende à ses côtés, Dick Giordano à l'ancrage. Batman Year One, ça s'inscrit dans la série régulière, ça va du Batman 404 au Batman 407. C'est écrit par la légende Frank Miller, et c'est dessiné par l'autre légende David Mazzucchelli, publié entre février 87 et mai 87, donc mise en vente en novembre 86 à mai 87, toujours selon la règle de la mise en vente des comics, dont on vous parlera un jour sûrement. Et Wonder Woman, c'est écrit et dessiné par George Perez. C'est les épisodes 1 à 7.
Ça va de février 87 à août 87, donc mise en vente de novembre 86 à mai 87. Donc ces 3 séries vont clairement reposer les origines de nos héros préférés. C'est le but de DC à l'époque, de proposer des nouvelles origines, des personnages rafraîchis pour un nouveau lectorat. Un projet qui a pas toujours eu cette tête-là. Je vais donner la parole à Isaac qui va nous parler un petit peu de la genèse de ce grand projet de rafraîchissement global de l'univers d'ici, on va dire. Ouais, en fait, le départ du projet, c'est un projet édito qui s'appelait Metropolis, qui a été proposé par Frank Miller en 84 avec Steve Gerber. Donc Frank Miller, dont tout le monde connaît. Et Steve Gerber, c'était un scénariste très coté des années 70 et notamment le créateur de Howard the Duck. Mm. Donc il a fait pas mal de choses chez Marvel, pas mal de séries, les Defenders, Man-Thing, et il s'est un peu pris la tête avec Marvel, c'est peu de le dire, hein, notamment sur les droits de Howard the Duck, et il a décidé de partir à la concurrence au début des années 80, chez les indépendants, mais aussi chez DC, il fait un petit peu de Superman. Et il propose avec Frank Miller, en fait, de reprendre les 3 personnages phares de la firme, c'est-à-dire Superman, Batman et Wonder Woman, dans un projet édito qui s'appelle Metropolis, et qui au départ doit se diviser en 3 séries, une pour chaque personnage, dont le titre est à chaque fois une définition iconique, mythique du personnage. C'est-à-dire que la série sur Batman s'appellerait Dark Knight, la série sur Superman s'appellerait Man of Steel, et la série sur Wonder Woman s'appellerait Amazon. Il propose à Dick Giordano, qui est l'éditeur en chef, qui est le publisher à l'époque de DC Comics, cette proposition. Dick Giordano est très intéressé par la proposition de Frank Miller sur Dark Knight. Si vous avez l'absolute Dark Knight, donc où il y a le Dark Knight Returns et Dark Knight Strikes Again de Frank Miller qui sont compilés, en bonus, vous avez les pages de présentation du projet, donc qui datent de 84, qui sont des pages de synopsis dans lesquelles Frank Miller revient surtout sur les origines de Batman, et notamment il intègre déjà son idée de la chute quand Bruce Wayne est enfant, avant l'assassinat de ses parents, de la chute de Bruce Wayne dans le jardin du manoir, au fond de ce qui va devenir la Batcave de Batman. Donc ça, c'est ce qui ouvre son synopsis. Et puis, si vous le lisez, vous verrez que ça a beaucoup plus de rapport avec Batman Year One qu'avec Dark Knight. D'ailleurs, le projet, si on le voit d'ailleurs sur les photocopies des pages, dans l'absolute, s'appelle au départ Holy Terror. Donc c'est aussi un titre qui va reprendre plus tard pour un autre de ses projets, qui, de façon assez ironique, était au départ un projet sur Batman, mais qui est devenu, parce qu'il a été refusé par les éditeurs de DC, un projet indépendant. Ouais, c'est Batman qui était censé affronter les terroristes d'Al-Qaïda. Voilà, Euh, ouais. Et en fait, il a changé le personnage. Le personnage, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais Ouais, c'est tout un Batman, peu mais qui n'a pas parodié. d'oreille, en fait. Voilà. C'est Batman sans les grandes oreilles. Donc, il y a ce projet Dark Knight qui interpelle Dick Giordano. Ça va donner ce qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire The Dark Knight Returns et ce dont on va parler Batman Year One, puisqu'il a suffisamment d'idées, Frank Miller, pour faire à la fois la fin du personnage, c'est-à-dire la vieillesse et la dernière aventure de Batman dans Dark Knight Returns, et la jeunesse de Batman dans Batman Year One, et de relier les deux avec des moments et des personnages qui se font écho. Mais l'idée d'avoir une représentation un peu moderne des personnages mythiques de DC Comics, ça travaille Dick Giordano et Janet Kahn, qui est la présidente de DC, et ils décident en fait de faire une espèce d'appel d'offres en fait auprès des auteurs pour faire des revamps de leurs personnages principaux.
De mémoire, ce qui pose problème en fait sur le projet Metropolis, c'est que Frank Miller et Steve Gerber veulent tout faire. C'est-à-dire que Frank Miller se chargerait du scénario et du dessin de Batman, Steve Gerber chargerait du scénario du Superman, et ils feraient à eux deux soit le Superman, soit Wonder Woman, mais je ne sais plus, je sais plus très bien les détails. Mais Dick Giordano est intéressé par l'idée quand même de remettre à neuf en fait ces personnages. Donc il y a un appel d'offres. On sait que Marv Wolfman, Cary Bates et Howard Chaykin font des propositions sur Superman. Chez Wonder Woman, il y a aussi d'autres propositions. On en parlera peut-être quand on arrivera sur le Wonder Woman de Perez. Ce qui l'emporte, celui qui l'emporte sur Superman, par lequel on va commencer, le Man of Steel, c'est John Byrne, parce que John Byrne, lui, il vient en fin de contrat chez Marvel. Et à l'époque, c'est la plus grosse star de Marvel. C'est-à-dire, c'est le scénariste dessinateur numéro 1. Il est à la fois sur Les 4 Fantastiques et sur Alpha Flight, et puis il va abandonner Alpha Flight, comme on l'avait expliqué dans une autre émission. Il va reprendre Hulk, et puis ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer non plus sur certains épisodes des 4 Fantastiques. Donc, il décide déjà de ne plus être exclusif Marvel. Et dans sa tête, quand on lui propose Superman, c'est de faire à la fois Superman et les 4 Fantastiques. Et il veut faire Superman avec la continuité qui est à l'époque celle de Julius Schwartz, qui est l'éditeur de Superman depuis les années 70. On va lui demander de tout réinventer. Et là, John Byrne va se lâcher, il va faire une proposition complète sur Superman, c'est ce qui explique une dizaine de propositions qui dit des propositions complètement farfelues, et on va quasiment tout lui accepter. Et à partir de ces deux projets, c'est-à-dire Dark Knight Returns / Batman Year One et le Man of Steel de John Byrne, comme les deux projets se font en parallèle de Crisis, qui est aussi la remise à niveau de l'univers de DC Comics, on se dit, on va également faire la troisième personnalité phare du DC Comics, qui est Wonder Woman. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'effet boule de neige de rénovation totale de l'univers DC Comics entre 84 et 86. Donc on va arriver sur le Man of Steel de John Byrne, qui était au départ simplement l'arrivée d'un auteur phare pour doper les ventes de Superman, et qui va être carrément le nouveau numéro 1 de Superman, du premier des héros, quoi. Une espèce de remise à zéro complète du mythe super-héroïque. Ouais, on en discutait avec Jérôme, c'est vrai que ça s'est pas fait totalement comme 52 où on fait une série et après on redémarre tout à zéro. Là, le début de Man of Steel, etc., c'est un peu en même temps que Crisis en Infinite Earth. C'est un peu C'est un après, peu, ouais. Ouais. c'est un peu. Ouais, ça, ils attendent un peu quelques mois, mais effectivement, il n'y a pas une planification de tous les projets de manière hyper ordonnée, quoi. Ça Ouais, c'est arrive un peu quand les plus projets sont chaotique. prêts. Ouais. Exactement. Et du coup, Man of Steel arrive en fin d'année, dans le dernier trimestre 86, et il va arriver par tout d'abord une mini-série. Parce que bon, alors John Byrne, comme tu dis, donc on lui propose le boulot de Superman. Il va pas commencer par reprendre Action Comics et Superman, ce qu'il fera d'ailleurs, hein. Ces deux titres vont d'abord se clôturer avec la principale histoire étant What Happened to the Man of Tomorrow de Alan Moore. Et John Byrne, lui, va commencer sa proposition d'abord avec une mini-série. Une mini-série en 6 épisodes, donc Man of Steel, qui va être donc publiée sur 3 mois, donc je pense à hauteur de 2 épisodes par mois. Et c'est une mini-série qui, de manière assez incroyable, je trouve,
et tu as l'impression de lire les 6 premiers mois de Superman, alors qu'en fait, il va tracer les 10 premières années de Superman. Heu et où chaque épisode va être un focus, sur un aspect ou un personnage de l'univers Superman. Ce qui fait qu'à la fin de la mini-série, tu auras la totale redéfinition de l'univers et du personnage pour la série après les 2 séries à suivre que sont Action Comics et Superman. Alors du coup, le premier épisode étant, peut-être celui-là qui montre carrément, enfin je veux dire c'est celui qui met les potards à rond, c'est-à-dire que là tout change par rapport à ce qu'on peut connaître de Superman. C'est un énorme épisode en termes de pages. Il est divisé en 3 chapitres. Le premier étant consacré à la destruction de Krypton, où déjà là, il va redéfinir tout ce qui est, ce qu'est Krypton. Donc on abordera peut-être ça un peu plus en détail, mais voilà, il change déjà on voit toute une Krypton totalement différente en termes de look et en termes de mentalité. 2e chapitre, ça va être la jeunesse de Superman, donc ses années à Smallville, la relation avec les parents. Donc si vous avez jamais lu Man of Steel et que vous avez vu le film Superman, c'est le copier-coller dans ce qu'il y a de plus parfait de la partie Smallville du film Superman de Richard Donner. Et puis après, ça va être, la vie de jeune adulte et la naissance, de Superman, de son costume, avec la conclusion de Superman qui s'envole, pour aller vivre toutes ses aventures. Et du coup, après, voilà, chaque épisode va aborder, un aspect vraiment enfin de ce qu'on connaît déjà de la mythologie, mais revisité, remodernisé. Le 2e épisode va être consacré à Lois Lane. Donc qu'est-ce que Lois Lane dans les années 80? Comment on la présente en tant que journaliste? Qu'est-ce que c'est que, bah, c'est une femme des années 80, enfin une working girl, une battante, voilà, c'est quelque chose. Et puis on en profite pour redéfinir aussi la relation amoureuse entre, Superman, Clark Kent et Lois Lane. Le 3e épisode va être ce que j'appelle un peu la partie collègue version super-héroïque de Superman, puisque ça va être la première rencontre entre Superman et Batman. Chose intéressante dans le sens où le Batman là n'a pas encore été redéfini par Year One, mais déjà on te propose déjà un Batman très différent du Batman qu'on connaissait, enfin un peu différent, et en tout cas la relation différente puisqu'on n'est plus dans une relation amicale, mais beaucoup plus une relation en tout cas début d'estime, mais au début de méfiance. Sans Mmh. qu'ils n'en viennent à se foutre des poings sur la gueule, aussi, directement. Le 4e épisode, lui, ça va être, consacré, bah, aux ennemis, mais en tout cas à un ennemi en particulier, c'est la redéfinition de Luthor, personnage qu'on voyait déjà un tout petit peu, où on entendait parler dans les épisodes précédents, mais là, on consacre totalement à Luthor. Pareil, là, on le transforme, on le fait passer d'un savant fou à un homme d'affaires. Le 5e épisode, lui, on va avoir l'apparition de Bizarro, ce qui peut être, à mon avis, un peu incongru. On pourrait se poser la question, mais je pense que c'est surtout un épisode sur lequel on va s'interroger sur la double identité de Superman Clark Kent et ce que représente le mythe Superman. Pourquoi je pense ça? C'est parce que le dernier épisode, celui-là qui va conclure la mini-série et à mon avis poser la tout ce qui est véritablement Superman, version années 80, version, post-Crisis. C'est-à-dire, c'est un épisode où, Superman, Clark Kent, qui ne connaît pas ses origines, il ne sait pas depuis le début qu'il vient de Krypton. Pour lui, il est peut-être un mutant, il est peut-être, il ne sait pas. Ou Et là, il va peut-être découvrir russe. oui, il est peut-être Ouais. russe, c'est vrai, c'est comme se pose la question, enfin tes parents se posent la question. Là, il va découvrir donc qu'il est le dernier survivant d'une planète de Krypton. Et la mini-série, se concluant comme, voilà, je sais qui je suis, je connais mes origines, mais je suis un enfant de la Terre. Je suis né sur Terre, je dois défendre la Terre et je suis Superman. Et déjà, voilà, avec ces 6 épisodes-là, il va moderniser, alors en termes graphiques, déjà, Superman, qui est quand même, un personnage qui est brossé depuis des années et des années, par, heu Carlson. Carlson, Carlson. merci Isaac. Je l'avais le nom sur le bout de la langue. Donc John Byrne va en proposer une nouvelle image, une nouvelle version, et puis, donc toute une modernisation au niveau de l'environnement, et des personnages, mais il va complètement changer
comment on pourrait dire, le paradigme du personnage, c'est-à-dire que où avant Superman et Clark Kent, une espèce de costume, voilà, une identité un peu factice, quelqu'un qui n'existe pas en dehors de Superman. Byrne, lui, va vraiment créer quelque chose qui est que Clark Kent et Superman, ce sont deux êtres mélangés, enfin c'est mélangé, l'un ne peut exister sans l'autre, et c'est, j'aurais envie de dire que Byrne, son grand apport est surtout d'avoir modernisé Superman, mais d'avoir créé Clark Kent, quoi. Parce qu'en effet, le Superman avant 86, on est quand même dans une approche bien différente. Ouais, parce qu'en fait, là où on en est au moment où John Byrne reprend Superman, c'est les ventes sont pas terribles, quoi. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est hyper populaire à cause des films, Mhm. notamment les films de Richard Donner et de Richard Lester, donc 1978, 1980 et puis 1983, les trois premiers films Superman. Euh, mais les auteurs sont là depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on a des auteurs qui sont là depuis les années 70, voire les années 60. Donc Cary Bates, Elliot Maguin, Martin Pascoe. Kurt Swan, il est là depuis les années 50, voire les années 40, parce qu'il était déjà sur les couvertures à la fin des années 40. Effectivement, la façon dont on dessine Superman, la façon dont on le représente, c'est l'imagerie telle que Kurt Swan l'a comment dire, instituée, institutionnalisée dans comment dire, l'univers DC Comics. À côté de ça, il y a des nouveaux scénaristes qui sont quand même intégrés, qui sont par exemple Joey Cavalieri, Steve Gerber, dont on parlait, ou Marv Wolfman, qui connaît un succès énorme avec les New Teen Titans et qui a repris Action Comics, notamment avec Jill Kane. Mais voilà, ça bouleverse pas les ventes, en fait. Ça reste des ventes stables, mais Superman est loin d'être le personnage numéro un de la firme. Avec John Byrne, il y a l'opportunité de remettre voilà, le projecteur sur Superman comme étant le joyau de DC Comics. C'est-à-dire que c'est quand même le premier personnage. C'est celui dont voilà, tout a commencé avec Superman. Donc on a déjà, on a aussi un éditeur qui est là depuis 1970, qui est Julius Schwartz, qui avait repris le personnage après le départ de Mort Weisinger. Et Julius Schwartz, il est là également depuis les années 40. Donc il y a une vision qui est un peu passée quoi, pour les années 80. On remplace Julius Schwartz par Andrew Helfer, on remplace les auteurs par John Byrne. Et puis sur le titre Adventures of Superman, donc Superman devient Adventures Superman, il y a une deuxième série Superman qui est lancée en parallèle. Et à l'époque, avant que John Byrne arrive, il y avait un titre qui s'appelait DC Comics Presents, qui était un titre team-up. Tous les mois, Superman faisait équipe avec un personnage DC différent. Et il sera remplacé par la nouvelle version d'Action Comics dessinée et écrite par John Byrne, donc ce qui permet aussi à John Byrne de dessiner un peu et d'écrire tous les personnages de DC Comics, enfin, tous les personnages importants de DC Comics, les Teen Titans, Green Lantern, Phantom Stranger, le démon, enfin. Les deux derniers numéros, tu l'as dit, c'était de l'ancienne équipe, c'était Alan Moore qui les a écrits, avec Kurt Swan au dessin, avec George Perez à l'ancrage sur un et Kurt Schaffenberger à l'ancrage sur l'autre. C'est magnifique, ça s'appelle Whatever Happened to the Man of Tomorrow, et c'est il clôture vraiment toute cette période du Superman qui date en fait du Silver Age, qui n'est pas vraiment le Superman de départ, pas vraiment le Superman de 1938 de Jerry Siegel et Joe Shuster, plutôt le Superman des années 50, fin des années 50, c'est-à-dire après la fin de la série télé. Et voilà, on a effectivement un changement de statu quo qui revient quand même un petit peu aux origines du personnage, c'est-à-dire qu'on enlève toute la mythologie de Smallville, c'est-à-dire Superboy, on enlève la famille Superman, on enlève Supergirl, on enlève le super singe, le super cheval et que sais-je. On enlève Crypto, le super chien. On enlève la légion des super-héros qui s'en remettra jamais hein, voilà, du décrochage de cette rénovation. Et voilà, et on est parti sur un Superman qui est plus, comment dire, plus isolé en tant que c'est vraiment le dernier fils de Krypton pour le coup, c'est vraiment le dernier survivant de la planète Krypton parce que quand on va réinventer plus tard
Superboy et Supergirl, ça ne sera pas des survivants de la planète Krypton. Mm. Et puis, voilà, on est parti sur ce que je trouve des très belles années, hein. Oui. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Superman, hein. C'est-à-dire que si on doit me demander quel est mon Superman, j'aime beaucoup la version pré-crisis. Enfin, il y a des épisodes, moi, dès que ça verse dans la science-fiction, enfin, on pouvait faire 50 000 trucs avec lui, et puis ça a donné lieu à plein d'histoires, mais fondamentalement, j'ai découvert et aimé Superman via Man of Steel, quand je l'ai lu, peut-être pas gamin, mais quasiment ado, quoi. Et il y a pas une page quand tu lis Man of Steel où chaque case, chaque page, de toute façon, c'est un truc nouveau, un truc qui va changer, un truc qui va moderniser, tout en étant dans une limpidité totale. Et moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est comment il arrive à piocher les choses. Alors, comme tu dis, Superman, la nature même de Superman revient dans le personnage à ses débuts dans les années fin années 30, début 40. Et en même temps, il arrive à te mélanger ça avec une présentation enfin, où on sent l'influence du Superman de Richard Donner. Enfin, toute la partie Smallville, Luthor. Pour moi, Luthor, il a juste un peu poussé un peu plus ce qu'était John Hackman dans Mm. les films Superman. Qui, pour moi, enfin, j'ai toujours du mal à comprendre comment on peut dire que son personnage est un peu grotesque et tout, alors que pour moi, ce mec-là, il est déjà, c'est d'une modernité incroyable. Enfin, le mec, il veut juste faire des affaires en détruisant les États-Unis, quoi. Et je trouve ça assez visionnaire comme idée. Et du coup, voilà, il arrive à piocher dans plein de trucs et à rendre une copie, mais totalement limpide, et où le tout est totalement cohérent. Et où tu sens bien aussi un peu le côté années 80, notamment avec le personnage de Lois. Je trouve que Lois, Mm. voilà, si tu as besoin de montrer où est la modernisation, elle est sur Lois, et aussi sur la relation Clark Kent-Lois Lane aussi, que j'aime beaucoup, où on sort un peu du côté j'essaie de t'alpaguer, ou un truc comme ça, mais vraiment une relation un peu, tu vois, à la romance, tu vois, est-ce que quand c'est qu'ils vont s'embrasser, en fait, quand c'est qu'ils vont Mm. découvrir, où les deux sont à égalité aussi, et c'est vraiment Ouais. plaisant. Oui, Moi, j'aime. il y a plus Superman, enfin Clark Kent qui veut absolument draguer Lois Lane ou Lois Lane qui veut absolument se marier avec Superman. C'est Voilà. plus, ouais, c'est plus Il y a un complexe, quoi. côté plus mature, Ouais. voilà. Mm. Moi, j'aime beaucoup l'idée aussi d'avoir conservé, enfin, de laisser en vie les parents de Superman. Mm. Que Martha et Jonathan, dans peut-être au moins 10 ou 15 ans, enfin une bonne dizaine d'années, soient toujours en vie. Parce que, voilà, on t'a posé le personnage comme le dernier survivant de sa planète, mais il garde l'ancrage justement familial et l'ancrage à la Terre, quoi, qui est nécessaire aussi au personnage, je trouve. Voilà, enfin, c'est Bah, il assez fait les fort. Ouais, il fait Ouais, les bons choix à chaque fois oui. sur chaque aspect du personnage. Alors, il va garder l'aspect assez réaliste du film de Donner, le côté dernier survivant de Krypton. Revenir à ça, c'est quand même judicieux quand tu parles de Superman parce que finalement, c'est le plus grand héros de la Terre. Vu qu'on est dans un univers comme DC où il y a énormément de super-héros, c'est quand même mieux de le démarquer clairement en faisant le dernier survivant Mm, de sa race. Hmm. Euh, Ouais, ça a et, d'autant plus son sens avec d'autres super-héros que, Mm, ouais, que le fait d'avoir, on va dire, 5 ou 6 clones de Superman qui c'est évoluaient ça. Qui ouais, sont en de termes toute de façon une espèce puissance. ouais, c'est un espèce de décalque de la Marvel Family de toute façon. Oui. C'est une déclinaison de Superman. Bon, j'ai rien contre Supergirl et des choses comme ça ou Superboy, mais à ce moment donné là, quand tu dois retaper le personnage, le relancer pour un public nouveau et en faire le pilier de l'univers d'ici, il vaut mieux que ce soit un personnage unique plutôt que quelque chose qui se dilue comme ça au milieu de plusieurs personnages. Effectivement, le fait de faire de Loïs une femme moderne et puis de faire cette relation un peu plus complexe entre les deux, ça aussi c'est judicieux. Le Lex Luthor, parce que c'est Donald Trump, Lex Luthor Oui, quelque part c'était aussi Oui, dans cette histoire, hein, ouais. on sent C'est Marv le. Wolfman qui a amené l'idée Ouais, et bah là, moi, c'était, justement, ouais. dans cette relecture-là que j'ai faite pour l'émission, je l'ai clairement vu plus qu'à l'époque, parce que bon, à l'époque, je Mmh. connaissais moins Donald Trump que maintenant. Malheureusement, oui. Ouais, ça saute aux yeux que, voilà, Ouais. ouais, malheureusement, ouais, tiens, On le connaît maintenant. le maître du mal Et qui est puis devenu président, quand même. Bon. et puis Euh,
Et puis c'est marrant de le voir comment tu as la transformation physique de Luthor à travers les 6 numéros. Où quand il Ouais. apparaît, il a encore les cheveux roux, tout ça, et que Ouais. plus tu avances, plus il perd cette chevelure, tout ça. Et puis j'aime Mmh. beaucoup le gag d'ouverture d'un des épisodes où tu vois Superman qui amène. Tu crois L'armure. l'armure, tu crois qu'il y a Luthor avec la fameuse armure que Luthor porte, et en Mmh. fait Ouais. il le balance et que c'est juste un homme de main. Et d'ailleurs, ça pose vachement bien le personnage de Luthor en tant qu'exploiteur, exploitant, ouais, de tout, quoi, même d'homme de main pour essayer d'aller buter Superman, quoi. C'est ça, c'est ça. Il va pas se mouiller, Luthor. Il Non. va, Non. il va faire des plans. C'est son cerveau qui fonctionne. Et Ouais. effectivement, l'abandon de l'armure verte et violette qui reviendra par la suite. Donc cette armure, elle revient, mais beaucoup plus tard dans les années 2000, mais voilà, sous l'égide de Byrne. Luthor, c'est clairement un être machiavélique, un homme d'affaires machiavélique, voilà, à l'image de Trump, un homme d'affaires des années 80, quoi. Et c'est quand même une petite différence par rapport au film, où dans le film, c'est aussi un génie du mal, mais clairement, il se présente comme un génie du mal, il habite dans les égouts, Ouais. Il est etc. recherché par la police. Voilà, il est recherché par la police, Mmh. c'est sa fonction, c'est d'être un génie du mal, on dirait que c'est son job, quoi. Il est Mmh. plus proche du personnage dans Superman 3, Oui, le le Ross Lex Webster. Luthor, Oui, Ross ouais, ouais. Webster, De Vaughn, ouais. qui est joué par Robert Vaughn, hein, c'est ça. Ouais. Tout à Qui fait. aurait dû au départ être interprété par. En fait, ça devait être Lex Luthor. Lex Au Luthor, départ, ils ont ouais, changé le personnage pour que ce soit un nouveau personnage et que voilà. Vu que Gene Hackman voulait plus retravailler avec les Salkind après le licenciement de de Richard Donner. Donner sur le Superman 2. Ouais. Ouais. Et puis bon, Martha et Jonathan Kent aussi, qui sont toujours vivants, ça c'est aussi intelligent pour en faire, pour asseoir le personnage de Clark Kent en tant que représentant un petit peu comment dire, de la ruralité américaine, on va dire. Mmh. Ouais. Ça finit d'imposer le personnage. Et puis ce qui est judicieux aussi, c'est d'avoir fait une mini-série qui couvre une dizaine d'années comme ça, Mm. des débuts de Superman. Si on prend ça par exemple en comparaison avec l'Ultimate Spider-Man, moi je trouve ça quand même beaucoup plus intelligent d'avoir fait une saga qui couvre 10 ans en tapant dans quelques points précis, comme tu l'as expliqué, hein, sa relation avec Batman, avec les autres super-héros, le personnage de Lois Lane, Lex Luthor, etc. Plutôt que de refaire tout l'origine en étalant ça sur des mois et des mois. Là, non seulement il pose concrètement le personnage, il fait à chaque fois des histoires qui se tiennent, et qui sont hyper bien écrites, et il garde des cartouches pour la suite, puisqu'après il sera le temps de lancer des séries et de Mmh. partir sur des histoires beaucoup plus feuilletonesques. Voilà. Donc du coup, une fois qu'on a lu Man of Steel, on a juste envie de suivre le reste des aventures de Superman. Et parce que tout ça, c'est soutenu par des dessins quand même qui sont incroyablement réussis. Et, euh, et donc voilà, c'est carton plein pour ce Man of Steel là. Ouais. Ouais, ouais, non, moi j'aurais rien d'autre de plus à dire pour l'instant, hein. On est vraiment dans une superbe redéfinition du personnage, modernisation, quelque chose qui pose et qui en plus va totalement influencer toute la production autre que les comics, mais enfin de Superman. Donc du coup, bah déjà, te dire pour la première, Ouais, il y aura Lois et Clark et il y aura le dessin ouais, Ouais, voilà, animé enfin Superman qui sont vraiment voilà, marqués. Ouais, 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 c'est le ça. carrément. Krypton de dessin animé Superman, c'est le Krypton de John Byrne. Ouais. Il est un Euh, peu plus. Il est un peu moins aride, mais ouais, tu as, ouais, t'as la même idée que leur technologie a bousillé la planète, déshumanisé. quoi. Mm. Ouais, ouais, a Bousiller la déshumanisé, planète, ils sont bousillé la planète. Ouais. déshumanisés. Mm. Et Lois et Clark, effectivement, on a déjà ce personnage de Lois Lane Mm. moderne. Et Ouais, voilà, qui fait qu'on n'est pas sur une Lois Lane nunuche, non, comme on pourrait se ouais, coltiner autre part, qui fait juste la clairement. bimbo, quoi. Bah voilà, pour Man of Steel, je pense qu'on a fait le tour de la question. On va enchaîner sur la série suivante. Le Batman Year One. Alors c'est aussi un gros milestone de l'univers DC. Les origines de Batman, revues et corrigées par Frank Miller et David Mazzucchelli.
Isaac, on va peut-être commencer par voir où est-ce qu'on en était au niveau de Batman à l'époque, et puis on ira un peu plus loin dans l'analyse ensuite. Alors, où en est Batman en 86? Il en est un peu comme Superman, dans une espèce de mélasse au niveau des ventes. Ça c'est pas fameux, et d'autant plus que, le pauvre Batman, c'est même son sidekick le dépasse dans les ventes, puisque l'ancien Robin, Dick Grayson, qui est devenu, Nightwing et le chef des New Teen Titans, les New Teen Titans cartonnent beaucoup plus que les titres Batman et Detective Comics. À tel point qu'on crée une espèce de simili New Teen Titans pour le pauvre Batman, qui s'appelle Batman et les Outsiders, série de Mike Barr et Jim Aparo, qui cartonne beaucoup plus, du coup, que Batman et Detective Comics. Batman et Detective Comics, à l'époque, l'éditeur c'est Len Wein, le scénariste c'est Doug Munch. Il y a des bons dessinateurs quand même dessus, il y a Todd Mandrake, il y a Gene Colan, il y a Dion Newton, malheureusement jusqu'à son décès en 83 ou 84, je ne sais plus très bien la date, mais voilà, qui était un très bon dessinateur. Mais ça manque, voilà, comme pour Superman, ça manque de modernité, ça manque d'un petit coup de fouet, ça manque d'un choc. Et le choc, ça va être forcément la publication en 86 de Dark Knight Returns en 4 prestige formats, 4 chapitres, scénarisés et dessinés par Frank Miller, ancrés par Klaus Johnson, des couleurs de Lynn Varley, qui va complètement révolutionner le perso, surtout la façon dont on le voit. En Mm. fait, Frank Miller, il va redonner la dangerosité au personnage. Et ça, c'est cette dangerosité, il va la transposer dans Batman Year One, qu'il va écrire pour David Mazzucchelli. Alors, c'est marqué by Frank Miller and David Mazzucchelli parce que, en gros, les deux avaient déjà collaboré sur Daredevil avec l'excellent Born Again la même année chez Marvel. Et là, ils sont complètement en symbiose, quoi. C'est chacun donne des idées à l'autre, et c'est vraiment un travail. Enfin, quand vous analysez Batman Year One, les 4 chapitres, c'est en fait, c'est dur de savoir quelles sont les idées de Mazzucchelli, quelles sont les idées de Frank Miller, parce qu'il y a vraiment une symbiose totale dans leurs deux styles respectifs. De quoi ça parle? C'est très simple, hein, c'est Batman sur la première année de sa lutte. C'est les débuts de Batman qui sont mis en parallèle avec l'arrivée du lieutenant Gordon à Gotham City, et puis c'est la naissance de leur association pour endiguer la corruption qui gangrène la ville, donc le combat contre la famille Falcon, et puis on a également les débuts de Catwoman, on voit une petite apparition de Harvey Dent. Voilà, c'est comment est-ce qu'ils vont mettre à l'amende un peu toute la mafia et aussi les élites de la ville, parce qu'on s'aperçoit que les élites sont également aussi corrompues et que les flics sont peut-être même pires que les mafieux, puisque Batman se frite moins avec des mafieux dedans qu'avec des Ouais. flics, hein, faut quand même le dire. Comme quoi, quand on dit que c'est moderne, hein, les comics des années 80, on avait Donald Trump en méchant dans Man of Steel, et on a les troupes d'assaut, les SS en uniforme bleu dans Batman Year One. Et Voilà, dans Wonder pour Woman défendre. aussi, on aura un truc, on aura un truc moderne On en aussi. reparlera. Et voilà, et ils protègent même des sans-abri. Enfin bref, c'est Mélenchon avec une cape, hein. Et et on a surtout, non, mais ce qui est vraiment, si on met les petites bêtises qu'on dit à part, c'est vraiment excellent dans le sens, ça se lit, c'est une lecture enfiévrée. C'est-à-dire que Gotham, c'est l'enfer sur terre. Je pense que c'est tous les mauvais côtés que vous pouvez voir d'une ville, d'une grande ville. C'est-à-dire, dès le départ, dès la première page, vous avez Gordon qui arrive en train à Gotham, et le train est bondé, on dirait Calcutta, quoi. Ouais. Non, mais c'est horrible, et même lui le dit, il dit, voilà, je préférais payer l'avion à sa femme, donc à Barbara qui est enceinte, et et en parallèle, il y a Bruce Wayne qui, lui, est en jet privé, qui va atterrir à Gotham Airport, et qui revient dans son manoir, à des lieux, en fait, de l'enfer urbain qui est devenu Gotham. Et donc déjà, il y a cette description de cette ville qui est, mais c'est taudis sur, t'as pas envie d'y vivre, en fait, à Gotham. Non, ça fait peur. Hein. En fait, c'est comme.
Ouais, De vas-y, la même pardon. manière que la planète Krypton de John Byrne, c'était une planète sur laquelle tu n'avais pas envie de vivre et qui Mm. méritait d'être explosée. Gotham City, voilà, c'est pareil, t'as pas envie Ouais. d'y vivre. Moi, Et je voulais juste dire, c'était vas-y. En fait, c'est le Hell's Kitchen de Daredevil, mais Mm. reproduit à toute une Oui, ville, c'est quoi. gangréné, ouais, Ouais. voilà. Ouais, Voilà. ouais, ouais, totalement, ouais. Et donc, déjà, ça va être un des aspects intéressants, c'est que Frank Miller et Mazzucchelli vont mettre vraiment en avant le personnage de Gordon, qui Ouais. jusqu'ici, jusque dans les années 80, c'était vraiment un personnage secondaire. Hein. Il y avait pas, on le développait pas Mm. vraiment, excepté dans les histoires sur Batgirl. Mike Barr a fait quelques épisodes un petit peu intéressants avec Batman et Outsider, il l'a un peu mis en avant, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Là, c'est vraiment Miller qui va développer au même niveau que le héros. C'est-à-dire que vous avez le super-héros et le héros qui sont Mm. au même niveau. C'est-à-dire que Gordon arrive, voit que c'est le Dawa partout et que ses supérieurs sont aussi corrompus que les petites frappes qu'il est censé coincer. Ouais. Donc il est dégoûté par son job. Il a un vigilante qu'on lui somme d'arrêter, mais il n'a pas du tout envie de l'arrêter. Il pense qu'il il fait des bonnes actions en fait pour Gotham. Et ça va être la naissance de leur amitié. Ça va être comment Batman va mettre à jour les malversations de la famille Falcon et de la corruption dans la police et notamment le commissaire de police qui palpe comme pas possible. Il y a cette scène fameuse dans laquelle Batman intervient en plein dîner avec le maire de Gotham et toutes les élites et Mm. le Carmine Falcon et qui sont tous en train ils ont un dîner somptueux et lui il arrive, il fait péter le mur du manoir du commissaire et il leur met bien la pression dans une page qui est magnifique. Voilà, il leur avertit que voilà, c'est fini. Maintenant, la ville appartient au Batman. Et il inspire d'autres justiciers, mais aussi d'autres ennemis, plus ou moins, puisqu'il y a Catwoman, Selina Kyle, qui est une prostituée sadomaso dans le Mm. Mmh. Mania One. On va expliquer quelques années plus tard que c'était une couverture pour qu'elle puisse retrouver sa sœur, parce que Oui. bon, il allait un peu loin. Mm. Mais c'est intéressant parce que la première fois que, de la même manière qu'ils redéfinissent la romance Lois et Clark dans Man of Steel, on redéfinit aussi la romance Bruce Mmh. Wayne-Catwoman Mm. dans Batman Year One. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, dans les mensuels, dans Batman et Detective Comics, Batman et Catwoman étaient en couple et faisaient équipe avec Robin. C'est-à-dire qu'il y Mmh. avait une histoire d'amour et ils étaient un trio. Il n'y avait plus le dynamique duo, c'était carrément un trio, quoi. Bon, évidemment, tout ça va être passé à la trappe Mm. après Batman Year One. Et voilà, donc il va aussi instaurer quelques traditions qui vont rester jusqu'à nos jours, notamment le monologue intérieur de Batman, qu'on voit écrit façon journal intime. On a Mm. aussi un monologue intérieur de Gordon. En fait, les deux sont mis en parallèle. Pas écrit de la même manière, pas la même typo, pas le même genre de cases, pas le même fond de couleur. Et on va avoir également les noms des rues et les noms des lieux de Gotham qui vont être attribués à d'anciens dessinateurs et d'anciens scénaristes, parce que Frank Miller, il aime bien quand même faire un petit peu des doigts d'honneur cachés, et notamment, il rappelle que son boulot est inspiré des travaux non seulement de Bob Kane, qui a sa signature depuis les années 40 sur toutes les BD de Batman, mais également les travaux de Bill Finger et Jerry Robinson, qui étaient les deux grands oubliés des premières années de Batman, qui ont apporté plein d'idées à Bob Kane, qu'ensuite Mm. il n'a pas validé, enfin en tout cas il n'aura pas Il n'aura pas accordé, attribué le mérite. ouais, Mmh. pas attribué le mérite. Donc voilà, donc ça c'est que dire de plus? Il y a des scènes d'action dantesques. Il y a Mm. une bonne scène de baston entre Gordon et un de ses collègues ripoux. Il y Mmh. Mm. a une excellente scène d'action dans un immeuble désaffecté avec des SDF, avec la SWAT qui débarque et qui se font tous mettre à l'amende plus ou moins par Batman jusqu'à ce qu'il balance en fait les chauves-souris à travers la foule.
Mmh. Voilà, c'est bourré de moments cultes et puis c'est surtout que c'est 4 épisodes, c'est 4 épisodes avec, une pagination normale. Mmh. Donc il y a moins d'une centaine de pages, mais qui sont hyper denses, quoi. C'est-à-dire que d'une case à l'autre, vous pouvez sauter, d'ailleurs, il y a des indications temporelles, il y a les Mmh. dates, des journées puisqu'on est vraiment sur une année, de janvier à Ouais. décembre et on voit à quel point, en fait, ça va vite et combien, Miller et Mazzucchelli peuvent raconter en une seule case. C'est impressionnant, en fait, le travail sur les ellipses, le travail sur les ombres. En fait, je pourrais passer des heures, hein, donc on va s'arrêter, mais Mmh. mais il y a de l'inspiration, il y a du Alex Stott, il y a du Harvey Kurtzman, il y a, moi, il y a ouais, voilà, des passages, même des petites cases que je trouve fabuleuses. Par exemple, quand il y a Flass, justement, le collègue ripou de Gordon qui sort en titubant, Mmh. Mmh. d'une baraque où ils ont une partie de poker et en fait, c'est juste une silhouette dans l'encadrure Mmh. d'une porte. Donc, c'est vraiment, c'est 4 traits, mais on Mmh. voit le mec qui titube, Exactement. et qui a raté sa partie de poker, Mmh. qui est bourré, qui va jusqu'à et en une case, tu comprends ça. En une Mmh. case, tu comprends qu'il est pas très frais et quand, Gordon le rattrape pour lui foutre une rouste, ben, tu comprends pourquoi il va vraiment s'en prendre une, quoi. Voilà, c'est un choix, très original parce que je pense que c'est la BD préférée de pas mal de gens, mais c'est Mmh. aussi, peut-être mon comic book de super-héros préféré, quoi. C'est vraiment, je trouve ça, phénoménal, quoi et il y a 2 mises en couleur, ça je tiens à le préciser, une mise en couleur dans les singles et de Mmh. Richmond Lewis qui a été complètement refaite pour le passage en TPB. Ouais. Alors les 2 sont sympathiques, mais on aura toujours une Moi, j préférence pour la première. moi j'aime bien celle des singles parce que c'est très flashy. Il y Ouais. a il y a du rose fluo, il y a c'est c'est ça marche avec le côté un peu enfer sur terre de Gotham. L'autre est un Ouais. peu plus dans des tons, c'est un peu plus ce qu'on a aujourd'hui, dans les tons, beige, ocre, Ouais. vert. Voilà, c'est un peu la différence entre l'éclairage dans les films d'action des années 80 et l'éclairage dans les films d'action des années 2000. Ouais. Mmh. Assez intéressant. Ouais. Mais Et c'est vrai qu'il c'est, faut souligner. Ouais, oh, vas-y, Jérôme. non, non, moi j'allais, tout, renchérir et dire, autant de bien, que Isaac. Moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est, notamment ce que tu disais, ouais, la manière de gérer le temps, où on va s'attarder sur certains moments et puis après il va accélérer. En une planche, on peut avoir, 4 mois qui vont passer, où chaque Mmh. case correspondra à une journée et déjà ça fait tout avancer et Ouais. moi ce qui m'avait halluciné, moi et ce qui m'a non, non, ce qui m'a halluciné à relire, aujourd'hui la BD là pour l'émission, c'est de me dire à quel point, il y a des trucs qui, alors je veux pas dire qu'ils ne passeraient plus aujourd'hui, mais à quel point on a laissé tomber certaines choses et en fait tout ce qui tourne autour du sexe. Mmh. Et c'est la manière dont on présente Gordon, c'est-à-dire que on te montre Gordon déjà comme c'est plus le papy Gordon. Moi, Mmh. le Gordon, pré-Crisis, c'est un peu papy quoi, tu vois? C'est le mec, il Mmh. a fait son temps, il est là, bon, c'est le commissaire, il est inflexible, mais là, on te présente un Gordon donc qui arrive quand même avec une batte de baseball, enfin à montrer qu'il tu vois, c'est pas le petit fonctionnaire de bureau, c'est quand même un ancien du Vietnam, si Mmh. de mémoire. Enfin Enfin, voilà, il a fait la guerre, il a fait, et surtout, c'est un mec qui est faillible, puisqu'on va lui montrer une relation extraconjugale, mmh. Ouais. alors que sa femme est enceinte Mmh. et que tu comprends surtout totalement, la manière dont il vient à ça, que ce soit parce que le personnage de Sarah Hansen est véritablement une belle femme et tu Mmh. comprends les points qu'ils ont parce qu'ils vivent la même truc et en même temps, tu vois toute la culpabilité qu'il a avec le personnage de Barbara et moi, il y a une planche que je trouve magnifique dans We Are One, c'est quand il est au pied du lit en train de fumer Mmh. sa clope et que tu vois Barbara enceinte, recroquevillée et tu sens la suinteur, je crois, de la nuit, tout ça Ouais. et tu vois, je me disais ça, des trucs comme ça, sur la sexualité, sur enfin, le couple extra-conjugal, les choses comme ça, tu vois plus ça. Tu vois plus Mmh. des personnages aujourd'hui faillibles à ce niveau-là. Mmh. Et je me dis, c'est à quel point le Yarwan aussi est fort à montrer, à jouer sur cet aspect-là et à Mais rendre c'est encore ça. l'humanité, ouais.
Ouais, ouais, l'humanité c'est qui apparaît Mmh. le James Gordon, il est crédible. Ouais. mais de Vraiment. A à Z. Et le fait que Mazzucchelli dessine un Batman qui est un peu plus frêle, qui est pas une masse Mmh, de muscles, Mmh. qui est très jeune, ça le rend aussi humain, en fait, mmh, bizarrement. mmh, Tu as ce côté parce que tu es un peu mis à distance de Batman, tu vois? Mmh. Mais tu arrives à être complètement, dans sa tête par les monologues et puis à voir un peu ce qui le distingue, voilà, d'un mec lambda comme Gordon qui lui, a un boulot, a une famille à charge, donc ouais, tu ce parallèle qui se fait et notamment par la sexualité parce que Batman, lui, il a une sexualité qui se traduit à coups de pied dans la tronche avec Catwoman, mmh, quoi. Mmh. Donc ouais. c'est encore autre chose, quoi. Mais ils mettent aussi des choses assez drôles. Je crois que tu as alors dans Dark Knight, on voit le costume qui est dans, dans, dans le sèche-linge Mmh. Mmh, par Alfred. Et là, c'est pareil. En fait, tu le vois en train de faire des pompes pendant que mmh. Alfred est en train de lire le journal. Mmh. Donc, tu as quand même le quotidien des héros Ah moi que tu vois au fur et à mesure, quoi. Alfred, enfin, il Ouais. lui trouve une voix, Frank Miller, que Mmh. j'adore. Le Ouais. côté, Il balance que des sarcasme, crasses. Ouais. Mmh. les sarcasmes d'Alfred, ils sont magnifiques, quoi. C'est super bien Alors qu'il est toujours en appuyé. arrière-champ, mais Ouais, pareil, tu as cerné le personnage, quel est son quotidien, quelle est Ouais. sa personnalité, juste en quelques Il a vannes la comme ça placées, tac tac. Il a une des plus belles scènes dans The Dark Knight Returns. On parle pas de Batman Year One, on parle de Dark mmh, Knight Returns, mais il a une des plus belles scènes, c'est quand il meurt. Ouais. oui, Quand Mmh. c'est il super. a, il a, il a, il a fait flamber le manoir Wayne et Mmh, il sent les ordinateurs qui sont en train d'exploser dans la Batcave et lui il est sur la lande mmh, et il sent l'explosion qui lui traverse Mmh. la colonne vertébrale en fait qui est en train et il meurt parce que son service est terminé quoi. mmh, mmh. Non non ils étaient en feu hein. Ils étaient Ah C'était en non, ouais, mais feu. ouais, non, c'est c'est des ah mais personnages hors c'est normes, hein, Ouais qui brossent comme ça, qui restent réalistes, mais qui sont, ouais. hyper intéressants parce qu'hyper profonds, je veux dire, Mm. le Batman, il est dressé aussi en quelques cases. On parlait de son arrivée, à l'aéroport, en avion. Il y a Ouais juste une case où il dit, «J'arrive en avion, j'aurais dû prendre le train pour mmh, être ouais près de la crasse, près ouais des trucs». ouais Là, tu as tout de suite compris qu'il ouais. il a déjà tout planifié, il vient pour faire la Ouais, guerre et il a déjà créé cette façade de Bruce Wayne. Ça, c'est ce qui est ouais, différent par rapport au dernier film, The Batman. ouais. Mmh. Il a déjà créé son alibi, il s'est déjà créé une grande façade de Bruce Wayne. Alors, ses alibis, généralement, c'est qu'il se l'est avec des, des call girls de luxe ou des stars Ouais. Ou des du starlettes, ouais. porno, si j'ai bien Mmh. compris. Mais tout ça, alors, c'est très subtil. Bah, on parlait de Catwoman aussi, c'est pas clairement dit que c'est une Non, prostituée, mais tu le comprends via les cases, via ouais, ouais. 2-3 Tu la bulles. vois à la fenêtre avec un fouet et puis t'entends un mec qui Voilà. dit, Voilà, il y a un mec qui totalement. qui dit: «Ouais, reviens. Oui, dis-moi pourquoi tu me détestes». J'adore. Et puis, voilà. Et puis alors oui, et puis voilà, c'est Gotham, prostitution, drogue, machin. Commissaire Gordon, c'est l'équivalent de Batman, en fait, sauf qu'il a pas le trauma, Ouais, de la mort des parents, mais on apprend quand même qu'il a déjà, fait tomber des flics dans la ville où il était et c'est pour ça ouais. qu'il est, rétrogradé sur Gotham, donc il a déjà fait son héros ailleurs. Il en a payé le prix, il revient et apparemment, il a un entraînement qui lui permet de péter des bérets verts tranquillement, donc c'est juste bien parce qu'il est plus vieux qu'il pourrait pas endosser le costume de Batman, quoi, Et au final. il en latin avec une batte. Ouais, Batman. Batman, ouais. Ben Non, ouais, clairement, tu ouais, comprends que c'est les 2 mêmes et c'est bien pour ça qu'ils finissent par faire une alliance puisque mmh, Batman lui-même se rend compte qu'il pourra pas y arriver seul. ouais. Il galère, il y a cette fameuse scène où il galère sur les escaliers, de secours, à arrêter Oh 3 là là. voleurs de télé. Ouais. Heu, voilà, il va lui falloir Et un peu plus que le costume et mmh, pas forcément les et gadgets qui vont l'aider. Il lui faut un homme dans la mmh. place et ce sera C'est ce James formi Gordon. c'est formidable la manière dont ils construisent le duo,
Gordon Batman, parce que c'est jamais avec des clichés ou les trucs habituels qu'on peut voir dans des Mm. buddy movies, des trucs comme ça, où Mm. genre ils vont discuter, puis allez, on fait alliance, on se serre la main et tout ça. Ouais. C'est jamais, t'auras jamais une scène comme ça. Le contact le plus proche qu'ils ont, c'est à la fin quand ils sont sur la flotte, enfin en Tellement bas du bien. pont avec Ouais. le gamin et tout ça. Mais t'as jamais, et en fait, mais pourtant ils créent cette promiscuité, notamment par les narratifs. Parce que à un moment, même si tu vois très bien que les deux narratifs sont différents sur la forme, à un moment, ils se conjuguent. Ils se conjuguent Mm. véritablement et ils sont Mm. totalement liés. Et du coup, tu crois à cette association et à une association qui, en plus, joue sur des codes même de Roger, puisqu'à un moment, il comprend. En fait, la vraie association, on va dire formelle, c'est celle de Batman et de Dent. Qui pour le coup, Mm. on sent bien que les mecs, ils ont discuté, ils ont décidé de faire Ouais. équipe ensemble de C'est ça manière aussi, une case. posée. Alors que Ouais. voilà, alors que celle de Gordon et de Batman, elle est vachement plus de l'ordre de l'intuitif, de vraiment de dire en fait toi et moi on sait Mm. on est pareil, il n'y a pas de mots, il y a même pas besoin de poser de Mm. mots pour dire ce qu'on est quoi. Et ce qui rend le truc encore enfin de plus en plus fascinant jusqu'à la fin quoi. Mm. Mm. Et puis Et on a finir aussi. une histoire de Batman quand même avec Batman qui est à bicyclette en Bruce Wayne, quoi. Ouais. Il est pas en C'est ouais costume, ouais mais ouais. c'est une scène d'action qui déchire, alors Mais Ouais. que voilà, tu n'as même pas une scène d'action à la fin où c'est Batman qui maîtrise, ouais, tu vois, Mm. qui démolit tout l'Empire Falcon avec lui tout seul. C'est juste un mec c'est en juste le bicyclette début. qui sauve un bébé. Mm. Ouais. Et c'est ça, d'ailleurs, c'est vrai, c'est le début de l'aventure, parce que ce que dit Gordon à la fin, c'est bon, bah, ça, on va avoir un commissaire, Ouais, ça se trouve, il va être pire que le précédent, mais bon, ouais, moi, on me lâche plus, je suis capitaine, mais on va moins me Mm. lâcher. Enfin, c'est Mm. encore la merde, mais bon, on va y arriver tout doucement. Bon, il y a un type là qui se fait appeler le Joker qui arrive, mais Joker, bon, ouais, mon pote, il va ouais. sûrement le faire. Ouais, putain, mon gars, si tu savais, quoi, tu sais, c'est pareil, tu vois, C'est encore un J'ai un peu ami, optimiste. j'ai un ami qui va ouais, s'en occuper, il va bientôt il devrait être arriver. là d'une minute à Et, l'autre, ouais. et là, tu sais, Tellement et en bien, fait, ouais. mais c'est tellement bien parce que tu te dis que la page suivante qui n'existe pas, mais tu la connais, Ouais. c'est le bas de signal, Ouais. quoi. C'est. Mm. Ouais. Ouais, non, c'est incroyable. Et on a Gordon aussi, c'est le meilleur détective en fait, puisqu'il il mène son enquête de son côté. Il va même découvrir qui est Batman, mais il le dira pas quoi. Il a calé, ouais. Ouais, Ouais, Il fait semblant. Ouais, je vois ouais. pas pas mes lunettes, Mm. etc. Et effectivement, la plus grosse scène d'action de la série, c'est la scène contre le SWAT. Donc contre la Ouais. police en fait de Mm, Batman, qui est une scène Mm. terrible là, où ils attaquent à coups de napalm quand même au milieu de la Ah, ville. ils te détruisent un Ouais. immeuble et tout, c'est gros Ouais. taré. Là. Et Ils- le pire, c'est après, c'est quand ils rentrent et qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des cadavres de clochards Ouais, Ouais, partout. de Ils disent: clochard. ouais, «Ah, on a encore trouvé un clochard. Ah, on a encore ouais, trouvé un ouais. clochard». C'est Ah, c'est Ça vraiment rappelle des récurrent. choses. ouais, Ouais. Euh, Et j'adore quand il frappe le mec, le flic qui a tiré sur le chat. sur le chat, Oui. ouais. Mm. Qui perce, C'est toi qui et as tué le chat, qui a tiré sur le ce que chat. j'aime bien, c'est la réaction des gens. Et les gens, ils Mm. sont contents parce qu'il Ouais. est en train de défoncer les flics. Défoncer des flics. Ouais. Euh, C'est beau. Hein. Voilà, bah, on peut que recommander, hein, je pense, Ouais, Batman Ouais. Year One. Non, mais puis il faut. Ouais, rappelons aussi quand même la maîtrise graphique et ah ouais, narrative. Ça, il n'y a pas d'équivalent de nos jours, hein, je crois, de quelqu'un qui peut sortir. Non, et Enfin, dans les productions puis. actuelles, je vois pas qui peut. il y a des imitateurs, il y a des gens Ouais, il qui y a Ouais. des essayent de imitateurs, mais reprendre, jamais à ce niveau. mais 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 d'avoir une synthèse comme ça, quelque chose qui est aussi, c'est vraiment, moi, je trouve, ce qui distingue Batman Year One de tous les imitateurs, c'est, l'espèce de concision, quoi. Tu disais Mm. la scène d'Harvey Dent, ouais, c'est tu as 2 cases et en fait, Mm. tu as compris toute la relation entre Batman et Harvey Dent. Ouais. Tu pas besoin, en fait, qu'on t'explique qu'il l'a vu, qu'ils ont discuté pendant des heures sur un toit, de la corruption à Gotham. En fait, c'est juste Batman Mm. qui est caché derrière son bureau, quoi. Mm, mm. En plus, oui. Et Euh, puis, je suis vraiment Non, mais caché, j'adore. C'est vrai, il est vrai. C'est vrai, en plus. Et Gordon, tu il dis, est en c'est train des trucs. d'interroger Dent et en fait, il était Ouais, juste sous le bureau, ouais, ouais. mm. Et ça, c'est fort parce que tu te dis, au cinéma, un truc comme ça, tu dois bûcher pour pas rendre ça ridicule. Mais sur le Ouais. dessin de Mazzucchelli, c'est juste magnifique, quoi. Et puis, moi, juste, je m'arrête là, hein, mais je me dis, ouais, ils sont on fire et tout ça. Faut rappeler que juste avant, ils ont fait Born Again. Et Born Again, ça reste aussi le Mm. chef-d'œuvre un des chefs-d'œuvre Ouais, de Marvel et le chef-d'œuvre de ouais, Daredevil. Les mecs, en une année, ils te font ça, quoi. ouais. Bon, voilà, moi, j'appelle Alors, juste alors, ça tout ça. bon.
Il n'y a rien à dire quand tu vois ça, quoi. Tu lis et Non, tu... c'est pas pour rien que ça reste des Ouais. monuments légendaires que tu peux ressortir maintenant, et puis ça va continuer à se vendre, et puis tu peux le donner les yeux fermés à n'importe qui. Bah, Oui. le The Il y en a Batman, toujours ils qui ont va repris repartir sa plein de piste. séquences qu'ils ont modifiées plus ou moins Ouais, que ce soit dans le Matt Reeves ou dans le dans ou dans le le Batman Nolan. Begins aussi, hein, dans le Ah Nolan, oui. il y a énormément de scènes qui sont reprises. Le problème, c'est les scènes qui sont pas reprises de Batman Year One. Batman Begins. Non, mais c'est vrai que que c'est pareil, c'est quand je le lisais, je me disais: «Mais en fait, on adapterait ça avec le même sérieux qu'on adapte un bouquin, Ouais. heu tu vois, de littérature, on aurait un film, tu vois, avec le bon». Ouais, alors comme d'hab, il faut le bon scénariste, le bon Mmh. réalisateur, le bon acteur. Mais c'est vrai que si tu traites ça de façon, on va dire, avec sérieux, tu peux faire le meilleur film de Batman qu'on Mmh. Mmh. puisse avoir. Effectivement, mais bon, on n'est pas tombé loin avec The Batman récemment. Non. Voilà, on va pas se plaindre. Bon, bah, voilà, hein, je crois qu'on a fait le tour. On va enchaîner sur, l'atout charme, de notre trilogie, Wonder Woman. Je vais appeler ça Dieu est mortel, hein, toujours. Heu, donc les épisodes 1 à 7 du volume 2, de Wonder Woman, écrit et dessiné par George Pérez, qui est, aidé au scénario par Len Wein et Karl Potter, c'est ça, je dis pas de Greg bêtises? Potter. Greg Potter, pardon, je savais que je disais une bêtise. Hem, alors où on en est avec, Wonder Woman à l'époque? Je vais te passer la main, Isaac. Bon, on peut déjà dire que son grand moment de gloire, c'était la série télé, des années 70. C'est les années 40, on peut dire, hein, les débuts de la Ouais, série par, William Moulton Marston et elle n'a pas été et très bien Rachel servie. Fletcher et Mmh, ensuite, ouais, voilà, c'est-à-dire que si c'est pas la gloire pour, les ventes de Superman et Batman, pour Wonder Woman, c'est carrément, enfin, c'est Waterloo, quoi. On a arrêté sa série, peu de temps avant la fin de Crisis on Infinite Earths. On tue le personnage d'ailleurs dans le 12e numéro de Crisis on ouais, Infinite elle Earths. meurt clairement. Ouais, elle est, désintégrée par l'Anti-Monitor. Son argile revient à l'île du paradis. Il y a une mini-série par Trina Robbins et Kurt Busiek que j'ai pas lu, qui s'appelle Legend of Wonder Woman, qui fait 4 numéros, qui est dessinée dans le style de l'âge d'or, qui je crois qu'il se situe dans les années 50 et qui est immédiatement effacée en fait dans le 4e épisode par les événements de Crisis, pour faire place donc au relaunch de George Pérez. Georges Pérez, qui est pas le premier choix au départ des éditeurs, puisqu'il y a une autre équipe artistique. Alors, il y a Greg Potter, donc le scénariste qui va l'aider sur les 2 premiers épisodes, qui est l'instigateur du projet, et un dessinateur dont j'ai pas trouvé le nom parce qu'en fait, il le dit jamais. Ils disent qu'il y avait un autre dessinateur qui était choisi, que ça plaisait pas beaucoup aux éditrices de DC, et au personnel féminin qui travaillait chez DC. Je subodore que ça peut être quelqu'un dont les initiales sont HC, mais comme j'ai pas de preuves, je me tairai et je sais pas si, voilà, il y a pas un autre dessinateur qui était sur le coup. Mais en tout cas, le projet de Greg Potter démarre pas, sous les meilleurs auspices, quoi. C'est-à-dire qu'il a eu le feu vert pour lancer la série, mais tout le monde s'aperçoit que ça risque d'être un peu problématique. Arrive Georges Pérez, qui lui avait fait quelques épisodes des New Teen Titans qui se déroulaient sur l'île du paradis, et il s'est éclaté en fait à faire le Panthéon olympien et l'île du paradis. Et il est inspiré par, à l'époque, Walt Simonson sur Thor, qui a repris donc Thor et qui s'éclate avec, pareil, avec à renouveler Asgard, à renouveler tout le bestiaire mythologique. Et du coup, il propose à l'éditrice qui s'appelle Janice Rand, je crois, la première éditrice sur le projet Wonder Woman, de reprendre la série, scénario et dessin. Et elle est super contente puisque George Pérez avec John Byrne et Frank Mmh. Miller, c'est la troisième superstar, hein, des années 80. Donc il bosse avec Greg Potter sur les 2 premiers, et puis finalement c'est Len Wein qui le rejoint sur les 3 à 7. Voilà, et donc il y a un mash-up, on va dire, un melting pot des idées de Greg Potter et des idées de George Pérez.
Et puis aussi une nouvelle éditrice qui va prendre le projet après le départ de Janice Rand, qui est Karen Berger, Mm. qui va avoir un rôle, qui est déjà l'éditrice de Legion of Super Heroes à l'époque et de Swamp Thing, et qui va avoir un rôle encore plus énorme dans les années qui suivent, puisque c'est elle qui va mettre en place les séries qui vont devenir le label Vertigo, qu'elle Ouais. va diriger jusqu'au début des années 2010. Ouais, c'est Donc une voilà. personne importante, hein, Karen Berger, Mm. Ouais, chez ouais, DC, hein, dans et, l'histoire des comic books. Ça. et Perez le dit, c'est quelqu'un qui a apporté autant à la série que les auteurs, quoi. Mm. Donc de quoi parle cette série, mon bon Ringside? Eh ben, des origines de Wonder Woman, évidemment. On revient un peu aux racines mythologiques des Amazones, hein, puisque on va nous raconter dans le premier épisode toutes les origines des Amazones qui vont amener jusqu'à la naissance de Wonder Woman, qui est la championne des Amazones. Elle s'est imposée dans un tournoi auquel elle a participé malgré l'interdiction de sa mère. Elle est envoyée dans le monde des hommes et doit déjouer les plans d'Arès, le dieu de la guerre, qui travaille depuis des années à monter une espèce de troisième guerre mondiale, un apocalypse nucléaire. Il a infiltré les armées des différents pays. On est sur la fin de la guerre froide, mais Gorbatchev est déjà là, mais la menace et la peur de l'apocalypse nucléaire est toujours présent. Et donc voilà, en gros, c'est ça, hein, ces 7 premiers épisodes. Alors vraiment, le premier épisode, il y a très peu de Wonder Woman dedans. On revient vraiment sur la création des Amazones. On démarre chez les dieux grecs qui sont en train de s'engueuler puisqu'il faut remettre dans le droit chemin les humains. Il y a deux clans qui s'opposent, Athéna et ses amis qui proposent de créer une nouvelle race, donc les Amazones, pour inspirer les humains. Et de l'autre, Arès qui explique que lui, de toute façon, pour les humains, ils comprennent qu'une chose, c'est la guerre, la violence. Là-dessus, c'est Zeus qui doit décider. Et évidemment, ce qu'il décide, c'est que tout ça, ça le saoule. Ils ont qu'à se mettre d'accord et ils viendront le réveiller après la sieste. Zeus est un Tellement vrai ça. connard. Hein. Les dieux grecs sont Ouais. un peu des gros connards. Donc, au final, Athéna décide de convaincre, enfin, elle réussit à convaincre tous les autres dieux. On va créer les Amazones. Arès n'est pas content, il claque la porte, il dit vous entendrez parler de moi, puisque lui de toute façon tout ce qu'il veut c'est prendre la place de Zeus. Et donc bon après pour le reste on va avoir une relecture de la mythologie grecque par Georges Pérez. Elles vont affronter notamment Hercule, qui va réussir à les vaincre non pas par la force mais par la traîtrise, les enchaîner, les humilier. Elles arriveront à avoir leur revanche, à s'évader, mais elles auront déçu ces connards de dieux grecs qui vont décider de les exiler sur l'île du paradis, Thémiscria. C'est là qu'on aura l'explication de pourquoi il y a cette île qui existe. Donc elles seront exilées loin des humains. Elles devront conserver des bracelets autour des poignets, les bracelets qui correspondent aux chaînes qu'elles ont dû subir quand on les a été mis en esclavage un peu par Hercule, cet enculé d'Hercule, celui qui rit. Et donc, leur vie va se passer paisiblement sur l'île du paradis, du coup, jusqu'à ce que les dieux leur donnent une nouvelle mission, aller rencontrer les humains pour éviter la guerre fomentée par Arès, même si on ne sait pas vraiment que c'est Arès qui est derrière tout ça, mais bon, on saura au fur et à mesure. Et pour ce faire, il faut sélectionner une championne. C'est Wonder Woman, qui est la fille de la leader des Amazones. Alors comment ils font pour avoir des enfants alors qu'il n'y a que des femmes sur place? C'est parce que en fait, les Amazones sont créées à partir d'âmes de défunts, c'est des réincarnations en fait, qui prennent vie grâce à l'argile. Et Wonder Woman, c'était une dernière âme qui était restée comme ça chez les dieux grecs. Et ils se décident au bout d'un moment, la leader des Amazones, elle sent bien qu'il lui manque quelque chose, c'est sa fille. Et on finit par créer Wonder Woman. Alors d'abord, elle veut pas qu'elle participe au tournoi, mais elle va quand même y participer, Wonder Woman, cachée sous un masque. C'est ce que vous voyez dans le film, je crois, Wonder Woman 80 au début. Ce grand tournoi, c'est un peu l'équivalent. Et donc,
elle va aller, mais je vais pas tout vous raconter, hein, après, donc elle va aller à la rencontre des hommes. Elle va découvrir Steve Trevor, elle va rencontrer Steve Trevor, qui est un vétéran du Vietnam, qui est envoyé sur Themyscira par Ares, qui est grimé en général de l'armée américaine. Il l'envoie en mission pour bombarder Themyscira. En fait, il est pas vraiment au courant de sa mission, hein, Steve Trevor, quand il y va, mais on a besoin du meilleur pilote pour traverser le nuage qui entoure Themyscira. Et donc, bon, finalement, il va refuser de faire sa mission. Il va être sauvé par les Amazones. Et après, Wonder Woman, quand elle va retourner chez les humains, enfin, quand elle va aller chez les humains, elle va retrouver Steve Trevor et ils vont ensemble mettre à mal le plan de Ares. Ils vont aussi affronter les deux fils d'Ares et puis une autre créature qui s'appelle Decay, qui fait vieillir les gens, qui va s'attaquer à la fille d'une professeure d'université qui travaille un peu dans l'archéologie, qui va accueillir Diana quand elle va arriver chez les humains, parce qu'évidemment, elle ne parle pas anglais, elle parle un espèce de grec un peu modifié, grec ancien. Mais le gros thème quand même de l'histoire, c'est cette histoire d'apocalypse nucléaire qui est montée par Ares. Et on parlait des trames scénaristiques qui résonnent dans l'actualité d'aujourd'hui. On a clairement une guerre froide qui arrive à son paroxysme avec les Russes qui veulent attaquer d'un côté, les Américains de l'autre. Tout le monde est évate en guerre et on est à deux doigts d'utiliser l'arme nucléaire. Alors c'est marrant parce que je crois que c'est le fils d'Arès qui monte les armées d'un côté comme de l'autre en utilisant le même discours. Oui. Ouais. D'un côté comme de Super, l'autre. ouais. Je me suis dit c'est bizarre, j'ai déjà lu cette page, mais non, il utilise le même discours d'un côté comme de l'autre. Alors évidemment, comme on est sur une nouvelle série ongoing, on a la création de tout un supporting cast qui est assez fourni, assez varié, comme on n'en trouve plus trop de nos jours. Il y a déjà toutes les Amazones, les dieux grecs qui sont là, qui interfèrent un petit peu dans l'histoire. Il y a les collègues bidas de Steve Trevor, la prof d'université dont je vous parlais et sa fille aussi, qui vont lui permettre notamment à Wonder Woman, à Diana, de se créer une identité civile. Il y a aussi une conseillère en communication qui va se charger de créer une image à Wonder Woman, un petit peu, qui vient s'immiscer dans le truc. Elle a vu qu'il se passait quelque chose. C'est un peu comme pour Superman, le nom de Wonder Woman est créé par la presse. On va rationaliser un peu tout ce qui tourne autour de Wonder Woman. Il y aura plus on va se débarrasser de l'avion invisible. Elle peut voler désormais grâce au don de Mercure, le dieu de la vitesse là, qui lui permet de voler. Voilà, on lui crée déjà quelques ennemis avec la créature Decay, les Ares, les fils d'Ares. On va aussi un peu souffler le chaud et le froid dans la résolution de l'intrigue, puisque Wonder Woman, elle peut négocier la paix, mais elle peut aussi être extrêmement violente, puisque pour se débarrasser d'un des fils d'Ares, elle va quand même aller jusqu'à le décapiter. Elle n'a pas trop le choix, hein, elle est à deux doigts d'être vaincue, empoisonnée. Elle va utiliser sa tiare pour lui trancher la tête, tout simplement. Je suppose que notre ami Zack machin, là, comment il s'appelle, de Justice League, Zack Snyder a dû s'en inspirer pour le final de son Justice League. Donc on a ça d'un côté, mais également pour vaincre Ares, elle va simplement et étonnamment réussir à le raisonner en lui expliquant que son plan il mène à rien et que une fois qu'il aura détruit les humains, il lui restera rien. Donc peut-être qu'il pense à faire autre chose. Et étonnamment ça va fonctionner puisque Ares va se dire effectivement ça marche pas. Alors elle est aidée par son lasso magique qui permet de montrer la vérité à ce qui va se passer à Ares dans le futur. Ça aussi, le lasso, on nous explique aussi un peu comment ça fonctionne, pourquoi il permet de donner la vérité.
Mais c'est Euh, marrant, mm, pardon, je t'ai coupé, je veux dire, c'est quand même vas-y. marrant le travail de rationalisation du personnage, mais en fait, toute la rationalisation, ça reste quand même basé sur du travail mythologique. Ouais, On rationalise le lasso, mais le lasso, ça reste quand même une création de Héphaïstos, et ouais. des choses comme ça, ce qui est assez, c'est assez pertinent, quoi, de se dire, ok, on va vous Mm. expliquer, on va enlever des trucs. N'empêche que là, on n'est pas dans un truc beaucoup plus science-fiction, mais on reste sur de la mythologie. Et ça donne le sel, je trouve, moi, à la série. De Mm. garder, d'arriver à mélanger toute la mythologie grecque, que moi je trouve toujours passionnante, et arriver justement à l'inclure dans le monde des années 80, euh, qu'on nous présente avec des professeurs d'université, le monde un peu des médias et tout ça. D'arriver Mm. arriver à faire le mélange, et puis tout le contexte géopolitique est super ancré, hein. Mm. Je crois que c'est à la même époque. Il y a le téléfilm là, de Nicolas Meyers, là, The Day After, Oui, de qui toute te montre façon, Mm. voilà. C'est une ouais, peur qui c'est lié plane à la encore. politique de Reagan à l'époque, qui est Ouais, voilà, d'armer massivement les Mmh, États-Unis en cas d'une attaque nucléaire, quoi. mmh, 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 mmh. Donc, qui dit Et armement massif d'un côté, dit forcément armement massif de l'autre, et tout le monde se regarde en chien de faïence. c'est ça. ouais. Voilà. Et du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup, moi, la résolution Oui, face à ouais, Arès. ouais, J'aime bien ouais, cette ouais, espèce c'est de manière astucieux. ouais, de faire prendre conscience qu'en gros, si tu utilises l'homme, bah, il y aura plus personne pour croire en toi. Donc en fait, Mm. c'est comme si tu te Mm. provoquais ton propre suicide, quoi. Et ça, j'aime bien cette manière, même si le... Puis c'est tellement fourni chez Perez qu'à un moment, tu as un peu un espèce de trop-plein. Mais bon, je préfère un trop-plein de ce type-là que rien du tout pendant 22 pages. C'est sûr. Ouais. On sent qu'il s'éclate à réécrire la mythologie grecque. Effectivement, le dénouement, c'est aussi pour donner de la cohérence au personnage, je pense, puisque je l'ai peut-être pas assez expliqué, mais elle est censée promouvoir la paix, quand même, Wonder Woman, Mm, même si c'est une guerrière. Euh, donc, quelque part, ça fait sens, ce final où mm. elle fait reprendre la raison un peu à Arès, qui est un dieu comme un autre, hein, finalement, mais qui a Mm. des ambitions un peu démesurées. Aussi parce que les dieux, c'est tous un peu des nazes, hein, quand même. Euh, ouais, il y a une harmonie entre la forme et le fond chez Pérez, je trouve. À la fois, ses dessins sont très précis, sa narration, elle est parfaite, les personnages sont réalistes, ils ont tous des visages bien différents, ça on l'a souvent dit, mais il y a aussi, il y a aussi, il a quand même, alors, dans sa série, il doit y avoir à peu près une trentaine, voire une cinquantaine de personnages féminins. On est avec les Amazones, on est sur une île paradisiaque, mais à aucun moment il fait des dessins racoleurs mm. avec des bimbos Mm. sursexualisés. C'est toujours très élégant. Euh, Même si il y a des personnages qui sont beaux, etc., Mm. etc. Et il y a quand même aussi beaucoup de personnages qui sont âgés comparé à ce Mm. qu'on a de nos jours où tout le monde, on va dans le jeunisme à 200%. Euh, Genre Steve Trevor, il perd ses cheveux, par exemple. Mm. Ouais. Son, son aide de camp, c'est une femme. C'est ta Candy, ouais. Elle est âgée, elle est un peu, elle a de l'embonpoint un petit peu, mais elle sait se battre quand même. Mais on voit qu'elle est utile. Mm. On voit que Steve Trevor a besoin d'elle, qu'elle a sa place. Mais c'est pareil, c'est pas un personnage standard 90, 60, 90, comme on les voit Mm. dans toutes les autres séries. Ça, je trouve que ça donne un charme à la série. On a toujours les décors hyper détaillés, hein, de Pérez. Mm. Généralement, les scènes d'action, c'est réglé aussi au millimètre. Mm. Voilà, il y a tout qui fonctionne. Alors moi, je suis vraiment pas un très très gros fan de Wonder Woman, mais il faut dire ce qui est. Il fait un boulot quand même assez énorme pour donner de la cohérence à tout l'univers, donner un sens au combat de Wonder Woman et créer un supporting cast qui soit intéressant, tout en tombant pas dans les poussifs de la guerrière sexy, comme on en bouffera plutôt des années plus tard, quoi. Mm. C'est C'était la le. première, c'était la première fois, non, que tu le lisais? Ou C'est tu la l'avais première fois que je déjà le lu? lisais, ouais.
c'est une découverte du coup pour l'émission. Ça n'a pas vraiment vieilli. Il est en pleine possession de ses moyens, Pérez, à l'époque quand même. Mm. On sent que ça lui fait plaisir. Franchement, c'est un challenge quand même assez corsé, je trouve, hein, moi, de faire quand même du Ouais. Wonder Woman, hein. Ouais, puis d'arriver à faire un mensuel qui a cette tête-là, Ouais. c'est quand même parce que c'est 7 épisodes, mais 7 épisodes mensuels, hein. Mm. Et, Ouais, et, il n'y a pas de, il y a et pas de les pages, elles faiblesse, sont il n'y a pas de. fournies. Ouais, ouais. Ouais, il y a C'est l'encreur, incroyablement forcément, il dense. y a Hein. Bruce Panterson, mais tu dois quand même avoir les crayonnés au départ et la composition des planches, c'est Ouais, jamais ouais. monotone. Quand tu vois les C'est- décors qu'il met. ouais, ouais, ouais. Bah, rien que le Ah, décor de l'Olympe, là, qui est oui, où, oui, en avec fait, les escaliers qui partent dans tous les qui est sens. dans tous les sens, ouais, il n'y a pas de Mm. dimension, ouais, c'est C'est- non, moi, c'est vrai que j'avais noté aussi là, à la relecture le fait que Wonder Woman décapite un des Mm. fils, donc je sais plus si c'est Phébos ou Deimos, Mm. mais d'Arès, et qui tranche complètement avec ce qu'on voit, notamment ce qui est asséné chez le Superman de John Byrne et le Batman de Frank Miller et de Denis O'Neill, qui sera voilà, le Batman n'utilise pas d'armes et ne tue pas. Mm. Et Superman, c'est pareil. La grande question qui va clore le run de John Byrne, c'est est-ce que Superman doit tuer les Kryptoniens? Mm. Voilà, le général Zod et c'est des aides de camp qui sont d'une autre dimension, quoi. Donc ouais, ça la distingue déjà des deux autres, Mm. et aussi du fait elle n'a pas d'identité secrète. Mm. Ouais. C'est-à-dire son identité, c'est d'être elle-même, quoi. Elle n'a pas l'identité de Diana Prince. D'ailleurs, c'est symbolique. C'est montré dans une case où on raye le nom de Ouais. Diana Prince, qui Son- était mm. l'identité secrète des années 40-50, quoi. Et ouais, c'est la rationalisation du contexte, d'expliquer un peu tout le folklore de Wonder Woman, qui est encore plus compliqué, je trouve, que celui de Superman. Parce que Mm. Superman, en fait, le folklore, ça s'était rajouté dans les années 60 et 70. Mais voilà, au départ, le concept de Superman est assez simple. Par contre, le concept de Wonder Woman, il est déjà complexe, en fait. Comme tu dis, tu es obligé de passer par l'explication des Amazones, le panthéon grec, expliquer pourquoi est-ce qu'elle a un costume aux couleurs des États-Unis, Mm. pourquoi est-ce qu'elle a un lasso, pourquoi. Donc voilà, t'as tout ça à expliquer, et je trouve qu'ils s'en sont bien tirés, en fait, en termes de rationalisation, en fait, d'explication de tout ce folklore, qui est pas qui est souvent un peu c'est un paradoxe, en fait. Wonder Woman, c'est que des associations de choses qui devraient pas voilà, être associées les unes avec les autres, notamment le fait que elle est censée être pacifiste alors que elle règle tout à coups de poing dans la gueule, quoi. Ouais. Et Jésus 2, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Et c'est quelque chose qui va être tenu sur cette idée que voilà, de trois personnalités bien distinctes entre Superman, Batman et Wonder Woman, et de trois conceptions différentes de leur rôle dans le monde moderne, et ce qui va tenir, en fait, leur association euh, sur les 20 années qui vont suivre, et faire que, notamment dans Infinite Crisis, 20 ans plus tard, il y a cette dissension entre les trois qui ouvre la série Infinite Crisis, Mm. Mm. à cause du fait que Wonder Woman a brisé la nuque d'un ennemi, quoi. Mm. Donc en fait, c'est comme si les auteurs qui sont passés après, via notamment des éditeurs qui étaient toujours concernés par la consistance, en fait, de ces personnages, ont, ont montré, en fait, au cours des 20 ans qui ont établi, en fait, ce qu'on appelle le DC post-crisis, c'est-à-dire 86 à 2006, ont montré vraiment une tranche de vie de ces personnages-là, quoi. Aussi une maturation, en fait, de ces personnages, quoi. On a vraiment des dates. Oui. 86, le Ouais. début de leur série. 96, Kingdom Come, on voit un futur possible dans lequel les trois sont
antagonistes. Et Mhm. puis, après la création de la nouvelle Ligue de Justice, où ils sont, tous les 3 au sein de l'équipe. Et puis, 2006, la discorde entre eux qui amène à la destruction, en fait, de ce qui était, l'univers, post-DC, post-Crisis, quoi. Ouais, tout part d'eux, tout se termine avec Ouais, eux. c'est ça. Et c'est C'est assez incroyable, pour prendre un peu de recul sur les 3. On en parlait un peu hors antenne avec Ringside, pour faire le comparo avec l'autre grande relance de DC qui est les New 52, où on a eu une saga Flashpoint, donc pas pensée pour être, à la base le truc d'une relance, mais qui après, lance une relance, et là où DC va lancer, toutes ses séries en même temps au numéro 1, et puis, avoir des destins, on va dire, variés et divers, hein, pour être poli. Hem, Là, sur la relance de 86, ce qui est assez incroyable, c'est de dire que ces relances ne sont pas pensées, pour être forcément cohérentes entre elles, et pensées en même temps et entre elles et dans un travail global sur les 3. Non, c'est chaque équipe d'auteurs va faire son truc. On va pas les lancer en même temps, hein, en gros, il y a quasiment, faut compter entre 86 et 87 pour que les 3 se lancent, pas au même moment. Mmh. Heu, En fait, c'est pas du tout les mêmes formats. Man of Steel, c'est une Mmh. mini-série. Batman, elle est Mhm. dans la série, continue. C'est une parenthèse de la série, Ouais, de la ça devait être un série. Mhm. graphic novel au départ, Voilà. Mhm. et ils ont décidé de l'inclure Heu, dans il l'inclut en 4 ouais. numéros. Wonder Woman, donc c'est une nouvelle série qui est lancée. Enfin, donc on a 3 façons 3 narrations, 3 éditions différentes. Enfin, c'est complètement chaotique, et au Mmh. final, c'est totalement cohérent sur les 3. Parce que je pense qu'ils ont laissé le temps aussi de faire, quoi. Ils ont laissé Mmh. travailler, ils ont laissé, et ils ont une cohérence totale sur les 3, quoi. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est qu'ils ont laissé le temps de monter petit à petit les relations entre les 3 personnages. Parce Oui, que Ouais. aussi. celui qui Mhm. fait le lien, au départ, c'est Superman. Parce Mmh, que, Mhm. je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les premiers épisodes de John Byrne et de George et oui. des premiers épisodes de Wonder Woman de George Pérez, les 2 rêvent l'un de l'autre. Mhm. Tout à Superman et fait. Wonder Woman, en fait, rêvent l'un de l'autre. En fait, ils ont un crush parce qu'ils se sont rencontrés lors de Legends, lors de la dernière bataille dans Legends numéro 6, donc qui est le crossover qui va suivre, ce dont on parle, et dans lesquels, Wonder Woman, en fait, rencontre la Ligue de Justice et notamment Superman. Enfin, la nouvelle Ligue de Justice qui va devenir la Ligue de Ouais, ouais. Justice internationale. Et de l'autre côté, les auteurs de Superman et Batman vont faire des épisodes où Batman et Superman vont se croiser, mais c'est vraiment, pas régulier comme ça l'était avant Crisis, où il y avait carrément Mhm. un titre qui s'appelait World's Finest, dans lequel il y avait, tous les mois, les aventures de Superman et Batman ensemble. Et en Mhm. fait, on va voir petit à petit que, la confiance se crée, avec le temps, en fait, Mhm. entre Superman et Batman. Et il y aura notamment une super mini-série, World's Finest, par Dave Gibbons et Mhm. Steve Rude. Ah, Dave excellente. Gibbons au Ouais. scénario et Mhm. Steve Rude au dessin, ouais, qui est vraiment, l'association de Superman et Batman, bah, contre Luthor et le Joker, comme dans le Mhm. dessin animé de Bruce Timm et Paul Dini quelques années plus tard. Ouais, c'est là où ils vont, apprendre à travailler ensemble et commencer à être amis. Mhm. On va passer vraiment de rivaux à associés malgré eux, à, vraiment, collègues puis amis, au fur et à mesure des années. Et Mhm. c'était pour nous qui découvrions ça au fur et à mesure des lectures, c'était un plaisir, en fait, de voir, se dérouler, vraiment cette amitié naissante entre les 2, puis entre les 3, une fois que les 3 Mhm. sont, intégrés au sein de la Ligue de justice de Grant Ouais, Morrison. ouais. Parce qu'on les voit Ouais. pas beaucoup, en fait, avant 96, avant Kingdom Come, Mhm. qui se situe vraiment dans un futur, vraiment, lointain, et en fait, on voit qu'ils sont amis, Mhm. mais avec toujours leurs points de vue, divergents, quoi, et ça se Mmh finit mh, mmh. sur eux. Ça se finit Mhm. sur eux qui sont à Ouais, table, super bien ça. c'est et j'avais jamais remarqué ça avant qu'on fasse cette émission, à quel point, en fait, ça s'était fait de façon, aussi organique, alors que Mhm. c'est des dizaines de scénaristes et de dessinateurs qui sont passés dessus, Ouais, des années et et des pas années, hein. coordo et Mhm. sur une vingtaine d'années, et pas du tout coordonnés, quoi.
Bah, je pense, C'est je pense qu'une des grandes, des grandes bonnes décisions, c'est d'avoir laissé le temps, en fait. Mm. De dire qu'on lance ouais, ces personnages, mais on décide véritablement de dire, ok, mais chacun va évoluer dans son coin, et on va laisser le temps de construire quelque chose pour chacun d'entre eux, de Mm. trouver une route et tout. Ce qui est rigolo, parce que la conséquence a été qu'une Justice League sans Superman, Wonder Woman, Batman doit être fait. Et mon Dieu, comment je fais? Et du coup, ça a créé la Justice League internationale euh, de, on de adore. Giffen, voilà, et Ouais. qui est superbe. Mais du coup, d'avoir laissé un peu les trois suivre leur chemin, parce que quand on lit le Superman de John Byrne, bon bah on a parlé de Man of Steel, mais après Action Comics, Superman, il repose, il recrée aussi plein de trucs, hein, le Metallo qui arrive, le Toyman, enfin Mixipilli, enfin voilà tout ça, enfin Mm. c'est assez incroyable aussi, hein, pour voir l'épisode. Batman, c'est pareil, hein, on Mm. en avait parlé dans la précédente émission sur Denis O'Neill qui arrive au poste, et qui replace bien les auteurs et puis lance deux super titres, enfin redimensionne deux titres. Puis alors Wonder Woman, Georges Pérez, c'est pareil, hein, moi j'aime beaucoup les débuts du run, mais j'adore encore plus ce qui se passe après, quand Mm. on va créer la personnalité médiatique de Wonder Woman, quand on va découvrir tout le passé des parents de Steve Trevor, de sa mère, du lien avec Lille, enfin, Mm. c'est vraiment assez incroyable aussi là. C'est non seulement des débuts qui sont fabuleux, mais c'est des titres qui, sur plusieurs années, sont incroyables à lire, sont passionnants à Ouais. lire, ne s'effondrent pas, tu vois, au bout d'un an ou quoi. Au contraire, même, ils évoluent en mieux, quoi. C'est comme Man of Steel ou bah, même Batman Year One dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'ils gardent des cartouches pour la suite. Mmh. Ouais. Ils posent vraiment juste les bases en tapant sur les points qui nous Ouais. intéressent. Euh, Ouais, Batman Year c- One, t'as pas de super vilain. ouais, Oui, Ouais. ouais, ouais, intelligemment, hein. Combat les Ouais. flics. Ouais. Superman, t'as Euh, pas Brainiac. ouais, voilà. ouais. T'as pas. Ils Ouais, ouais. croisent, ouais, ils croisent Bizarro et les Luthor, c'est tout. Mm. Euh, ils savaient garder la mesure des choses, pas donner tout de suite, parce qu'on était encore Ouais. dans cette logique du feuilleton. Ouais. Mais c'est quand même incroyable le nombre d'années où on est resté sans Justice League avec les trois Ouais. dedans. C'est 10 ans. bizarre, Ouais. Ouais. c'est étonnant, hein, a posteriori, de voir. Et quel Bah, bien Ah, ça a fait. Et même plus si on compte la Détroit, la Ligue de Détroit oui. qui ouais. faisait depuis 84 hein, qu'il n'y avait Mm, plus de. Donc Je pense que il a. ça. Ouais. Bah, j'imagine que sans le succès de la justice internationale, on les aurait Ouais, eu plus en ouais, avant. infiniment. Je pense que Oui. le Mm, fait qu'ils soient pas, qu'ils arrivent qu'à la fin des années 90 dans la Ligue de justice tient au fait que bah, il y a eu un espèce de miracle qui a été la Justice League internationale, quoi. Et Et, ouais. et je pense aussi qu'on n'aurait pas eu les trois sagas, donc peut-être oui. un peu moins mythiques pour Wonder Woman, mais on n'aurait pas eu les Mm, trois sagas où ils sont remplacés, les trois par Ouais. des ersatz. mm, Donc, mm, à mm. savoir la mort de Superman, Nightfall pour Batman Mm, et The Contest pour Wonder Woman, le tournoi, où ils sont remplacés par bon, les quatre Supermen de Reign of mm, the Superman dans La mort de Superman, Jean-Paul Vallée en Batman et mm, Artemis en Wonder Woman. C'est-à-dire que ça aurait été plus compliqué. D'ailleurs, on l'a vu parce que Wonder Woman a été dans la Ligue de Justice à l'époque. C'était le seul mm, personnage qui était là. D'ailleurs, Superman était dans la Ligue de Justice, genre 6 mois avant qu'il y ait la mort de Superman. mm, Donc, du coup, il est resté 6 mois dans l'équipe et puis après, il n'est plus jamais revenu. La Ligue de Justice internationale. mm, Batman, il faisait coucou de temps à autre, mais c'était vraiment comme un running gag. mm, Et Wonder Woman, voilà, ils ont dû coordonner le titre Justice League, qui était déjà pas fameux, avec cette idée de la remplacer par Artemis, voilà, mm. quand elle est écrite par William Messner Loebs. Mais il n'y aurait pas eu, je pense, s'il y avait eu la Ligue de Justice telle qu'on la connaît, c'est-à-dire Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, de Ouais. modifications à ce point. Mm, 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 mm. C'était aussi parce qu'ils étaient un peu libres, quoi. Et Ouais. moi, ça me fait penser aussi cette liberté qu'ils ont pendant v- allez, quasi 20 ans, si on prend vraiment même les dernières années de quand Didio arrive et fait Countdown to Infinite Crisis, puis Infinite Crisis.
moi, ça me fait penser aux 10 premières années de Marvel, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'on Mmh. prend vraiment le temps Ouais. on lance des séries, mais ils se croisent pas tout le temps. Quand ils se croisent, c'est un événement. Mmh. À tel point que j'ai réfléchi et en fait, la première fois où on a vraiment Superman, Batman et Wonder Woman dans la même intrigue, si on élimine un peu Millennium, Invasion, ce genre de crossover à la con, où de toute façon ils font partie de la Mmh. multitude de personnages, mais ils sont pas mis en avant. Ouais. Généralement, il y a des C'est- nouveaux personnages à vendre Ouais, sur ces voilà, ouais, crossovers-là. ouais, ouais, ouais. Tu as Panic in the Sky, quoi. C'est Mmh. vraiment celui, et puis Panic in the Sky, le rôle de Wonder Woman est vraiment très minime, quoi. Enfin, ils se Mmh. croisent, mais ils ont pas ils ont pas vraiment d'interaction. La première vraie Mmh. interaction, c'est dans Kingdom Come. C'est la Mmh. première fois qu'on fait interagir vraiment les Superman, Wonder Woman de post-crisis. Et là où ils ont été intelligents, Mark Waid et Alex Ross, c'est qu'ils ont vraiment euh, utilisé les trois personnages comme étant trois visions différentes de la justice Mmh. Et de l'héroïsme. Ouais. et de Mmh. l'héroïsme. Ouais, ouais. Et Non, c'est c'est tout à fait cohérent. En plus, il y a cette idée qui est belle à la fin où Superman se met avec Wonder Woman, mais c'est pas comme ils l'ont fait dans le New 52. C'est-à-dire que dans le New 52, on se demande un peu d'où d'où sort cette romance, et puis ils savent pas mmh. quoi en faire en fait, parce qu'ils voient Mmh. bien que ça marche pas en fait. Parce que l'idée de mettre Superman et Wonder Woman ensemble, ils l'ont, Byrne et Perez, Mmh. dans les premiers. En fait, ils jouent avec cette idée avec le lecteur Mmh. sur les 2 premières Mmh. années de parution. Mais en fait, quand ils se rencontrent, il se passe rien. Ils se disent: «Mais on n'a Mmh. rien à faire ensemble, en fait. Ouais. Mmh. En fait, chacun voyait en l'autre quelque chose qu'il n'était pas, en fait. C'est-à-dire que, Superman pensait que Wonder Woman, c'était comme elle, c'était quelqu'un qui était bien intégré, en fait, qui pouvait lui expliquer un peu, comment gérer sa double identité, alors qu'elle a pas de double identité. Et Wonder Woman pensait que c'était un dieu, Superman. Mmh. Mmh. Et elle s'aperçoit que c'est un humain. Donc, en fait, il y a ça. Et quand ils font New 52, ils savent pas nous expliquer en fait pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble. Il y a, Ouais, ouais. il y a pas de. C'est juste. Alors que dans Kingdom Come, c'est des vieux amis. Voilà, Superman est veuf. Voilà, c'est la solitude. Superman est veuf et Diana, elle a été répudiée par les Mmh. Amazones. Ils ont Ouais. tout perdu en fait. Donc, Mmh. et en fait, t'as des couples, en fait, c'est des couples de personnes âgées qui se retrouvent parce qu'ils ont, voilà, ils se connaissent depuis des années, ils ont pas. Et je trouve que c'est ce qui manque en fait aujourd'hui quand on traite des personnages, parce qu'on ne traite plus la continuité, on ne cherche plus à savoir quel était l'historique de ces personnages. Comment tu veux qu'ils aient des réactions dedans qui soient crédibles dans les histoires que si Mmh. tu changes la personnalité d'un personnage à chaque fois qu'il y a un scénariste qui reprend le personnage, si tu n'essayes pas d'en faire quelque chose de, de, de- de cohérent avec ce qu'il y a eu avant. Parce que Mark Waid, Mmh. on sait que Mark Waid, il a été tellement, comment dire, euh, divers sur sa haine du relaunch de John Byrne de Superman. Il a quand même fait, avec Kingdom Come, une histoire qui colle complètement avec le Superman de John Byrne. Mmh. Et quelques années après, il te fait Superman Birthright, qui est une espèce de prolongement dans Ouais, certaines il choses. essaye de faire son Man of Steel, Ouais, mais cela dit, il intègre effectivement il des. intègre, il va Ouais, pas effacer ce que fait Burn à ce moment, quoi. Il essaye de modifier deux, trois trucs, mais il en reste ouais. quand même certaines choses, quoi. Ouais, moi je trouve ça bancal. Birthright, c'est une bonne mini-série, mais ça vaut pas Man of Steel, quoi. Ah Par non, non, je contre, dis pas que je dis pas que ça vaut pas, mais tu vois, malgré ce qu'il n'aime pas, il est pas, ouais, ben, il est quand même il est pas coincé dans, parce qu'à un moment ouais, donné, tu t'aperçois quand même que ce qu'a fait John Byrne, effectivement, c'est que même si tu es Ouais. attaché avec le Superman pré-crisis, ben ouais, tu peux plus le revenir. Mais d'ailleurs, ouais, tu vois, ce que disait Ringside, c'est les bonnes idées au bon moment, quoi. Enfin, mais c'est tu te dis, le Super Burn, il a tellement été marquant que même sur les New 52, ils en ont été à un point où ils l'ont fait revenir. bah ouais, Mmh. bah ouais. Voilà, parce que Ah oui, C'est parce que tu prends pas celui-là, tu prends une gamelle, quoi. ouais, la preuve, hein. C'est non, mais C'est bête à dire, hein. et Byrne, ce qu'il a fait, c'est revenir au concept de Mmh. Siegel et Shuster. Parce Ouais. que si tu regardes bien,
même ce qu'on fait Byrne, et puis quand je dis Byrne, mais je dis aussi après les Jerry Ordway, Roger Stern, George Pérez qui ont repris au scénario après John Byrne, Mhm. Louis Simonson, Danger Ouais. Girls, tu vois. Des tonnes de scénaristes, hein. Ouais, ces gens-là, ils étaient dans la même idée que Jerry Siegel et Joe Shuster dans les premières années de Superman, parce que Jerry Siegel et Joe Shuster, à un moment donné, ce qu'ils voulaient, c'était que Lois découvre la double identité Mm. de Superman. Et de la même manière, ils ont expliqué que des années après, enfin, ce qu'avait fait Jerry Siegel, c'est qu'il avait fait une histoire où en fait la kryptonite, 2, qu'il était un alien parce qu'il ne le savait pas, et 3, il révélait son secret à Lois Lane. C'est des choses qui ont été disséminées dans tout le run de ce qu'on appelle le Superman post-crisis. Et, Mm. et donc, si on revient aux sources du personnage, en fait, ce qui fait l'ADN du personnage, avec le Superman de John Byrne, on est beaucoup plus proche de l'ADN de Superman que ne l'était le Superman de Weisinger, qui était un kryptonien échoué sur Terre avec des tonnes de clones, que moi j'aime beaucoup aussi, Mm. tu vois. Mm. J'aime beaucoup, moi, le Superman de Weisinger des années 60. Mais en termes de, comment dire, d'attrait et puis de simplement on parle pas en fait de la même chose en fait avec les deux Superman. Et Mm. c'est là où tu vois aussi que All Star Superman de Grant Morrison et Frank Whiteley est très fort parce qu'il fait la synthèse en fait de ces deux Mm. versions. Mm. Il y a tout le bestiaire Ouais. Ça, c'est la force des années de Morrison, 60. hein, de faire ça. Ouais, Hein. il y a Mm. tout le bestiaire des années 60, mais tu as aussi tout l'impact émotionnel que tu as de la période de John Byrne. Mm. Mm. All Star Superman sera sûrement le sujet d'une prochaine émission, Mm. je Oui. pense. Ouais. Ça mérite son analyse complète. Ouais, on a fait le tour là. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On voulait parler de Moi, peut-être des relances en parallèle de Flash et Green Lantern. bah, Tu voulais ajouter quelque chose, Isaac? ouais, parce que c'est pour rebondir là-dessus, c'est que effectivement, ce qu'on peut dire du DC post-crisis, c'est qu'en fait, ils mettent au placard tous les jouets du Silver Age. Mm. Ouais, Alors, clairement, d'une hein. manière aussi radicale qu'on peut dire cynique, puisqu'ils voient euh, en ce Silver Age de DC quelque chose qui ne fonctionne plus Mmh. commercialement et qui a été complètement réingardisé par Marvel. Et d'autant que pas mal d'auteurs qui arrivent, qui débarquent sur ces nouvelles séries d'ici post-crisis, c'est des gens Mmh. biberonnés au Marvel, quoi. On a accusé notamment euh, John Byrne de marveliser Superman. Il en parle même je crois dans le numéro 1 Mm. soit de Superman, soit de Man of Steel, en fait, dans le courrier des lecteurs, où il répond à ces accusations-là. Moi, je trouve pas que ce soit justement une marvelisation notamment Man of Steel, parce que Man of Steel, il y a un petit détail que j'aime beaucoup, qui est que John Byrne, en fait, n'utilise plus de Ouais. récitatif. Oui. À part des indications temporelles et des Mmh. indications de lieu, tout se passe dans la tête des gens, tout se passe par le dessin, tout se passe alors des fois un peu trop par le dialogue, quand il a Mmh. plus de place et qu'il faut qu'il réexplique ce qui s'est passé dans l'épisode. Ça, c'est un peu un petit défaut de Byrne, mais je lui passe parce que c'est tellement dynamique, c'est tellement. Moi, j'ai vraiment pris grand plaisir là dans les 3 relectures à relire Man of Steel, beaucoup plus que ce que je pensais, parce que je l'avais relu il y a pas si longtemps. Mais c'est vraiment quelque chose qui gagne, je trouve, avec le temps, où on voit Mm. quelqu'un, vraiment un auteur qui est vraiment super affirmé Mmh. sur le personnage. Et pour revenir à cette histoire de fin du Silver Age, on a ça aussi avec effectivement, on a tué Barry Allen, Flash, Mmh. dans Crisis, et on a tué Kara Zor-El, Supergirl, qui sont les 2 personnages qui ont lancé le Silver Age, c'est-à-dire Flash a lancé les super-héros du Silver Age en 56, et Kara Zor-El, c'est le début du Superman de Weisinger, complètement extraterrestre. Elle Mmh. arrive en 59. Et ils sont tués, ils sont sacrifiés, vraiment pour montrer que voilà, le nouvel univers d'ici post-crisis, c'est plus le même. Et ça a été tendu.
pour notamment le Flash de Wally West qui a longtemps pas été accepté par les lecteurs. Ouais. Ça a été compliqué. Entre Mike Baron et William Mm. Messner-Loeb, c'est vraiment avec Mark Waid, quand Mark Waid a repris le titre en 92, que Wally West est devenu le Flash, et rétroactivement, le Flash que les gens adoraient, et rétroactivement, le fait que le personnage ait mûri toutes ces années, c'est là encore, le fait qu'ils prennent le temps Mm. pour faire mûrir le personnage, a fait que tu relis les épisodes de Mike Baron et William Messner-Loeb avant les épisodes de Mark Waid, tu as vraiment quelque chose de... Tu as toute la vie du personnage, et c'est tout à fait logique. Le Mm. fait que le personnage de Flash soit pas sympathique au début. Et Oui, Green et se Lantern, perd totalement. ouais. Et Green Ouais, oui, Lantern c'est a été plus compliqué, pardon. mais ouais, Green Lantern, ça a été plus compliqué parce que tu as, à l'époque de Crisis, Green Lantern Corps de Steven Mm. Eaglehart marche super bien, c'est un des titres qui marche le mieux. Ouais. C'est bizarre parce Mais que du coup, ils rénovent pas le personnage. Parce qu'ils sont partis dans un autre concept à ce Alors, il moment-là le qui rénove fonctionne bien. plus ou moins. Il rajoute un truc à l'origine d'Al Jordan qui est complètement bête, qui est que il a eu un accident de voiture en état d'ébriété. Je sais pas si tu te Mm. souviens Ouais, dans Emerald effectivement. Dawn. Ouais, et c'est quelque chose Mm. qu'ils finissent par oublier quand ils ramènent Ouais. Al Jordan. Oui, voilà, il y a ce problème d'alcoolémie, Ouais, ils essayent d'alcoolisme. plein de choses avec Al Jordan et puis ils n'y arrivent Mm. plus par le mettre au Ouais. placard Et ils en vont, 80 ouais. Kyle Rayner que Ouais, tu ils aimes. vont te faire oui, Kyle Rayner, un grand héros. Mais ouais, ils vont devoir faire le grand nettoyage de printemps beaucoup plus tard sur Green Et Green Lantern. Lantern, à Green Lantern, en fait, la seule différence avec les autres, c'est que Green Lantern se vendait très bien. Ouais, bah oui, c'est pour Green ça, hein. Lantern, Comme je disais, c'est parti sur un autre concept qui fonctionne, donc pourquoi l'arrêter, hein? c'est un peu ce qui est arrivé aussi avec le New 52, où on n'a pas trop changé Batman et on n'a pas trop Mm. changé Green Lantern, parce que c'était les deux titres qui vendaient le mieux, quoi. Et que Ouais. Geoff Jones a dit non, mais en fait, moi je continue. Enfin, tu lis le Green Lantern 1 du New 52, c'est incompréhensible si t'as pas lu les Green Lantern d'avant, alors Oui. que Oui, tu peux oui. lire Bah, le d'ailleurs, Super 1 ou le Action Comics 1 ou Wonder Woman Jeff 1. Jones, on dirait qu'il en a rien à foutre un petit peu de Ah de non, ce qui non, s'est passé avec New 52 parce que tout ce qu'il ouais, écrit, pour moi, c'est la suite de ce il qu'il était en train d'écrire, c'est ça, il il a continue tout son changé. truc, il veut Mmh. finir son truc et puis voilà quoi, ça Ouais. terminer son gros boulot quoi. Mmh. On en reparlera de tout ça, que ce soit de Flash, de Green Lantern, de Jeff Jones, dans nos émissions futures. Est-ce qu'il est temps de bientôt rendre l'antenne? Et il est temps de l'autopromo, hein. Je vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les bonnes, plateformes de podcast. Vous pouvez alors c'est Deezer, Spotify, Apple, j'en passe et des meilleurs. On est aussi dispo sur YouTube, alors que ce soit sur les plateformes de podcast, que ce soit sur YouTube. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit like si vous voulez, n'hésitez pas à commenter aussi, dites-nous ce que vous pensez de toutes ces sagas. Alors tout ça c'est disponible en français, hein, chez Urban, hein, que ce soit le Year One, que Ouais, ce soit le Man of Steel, Mmh. que ce soit, ouais. Wonder Woman. C'est dispo en album, très simplement. Donc Ouais, surtout n'hésitez le Man pas of du tout. Steel, achetez-le, hein, parce que Voilà. ça serait Mmh. bien. Ouais, mais c'est Superman a besoin Superman a d'achat. besoin N'hésitez pas. Superman a Surtout besoin de vous. tout ce qui est labellisé John Byrne, n'hésitez pas. Oui, en plus. Voilà. Et ben, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Nous, on est gratos, hein, vous n'avez pas besoin de nous acheter. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis n'hésitez pas à aller checker nos anciennes émissions, hein. On a fait nos très bons conseils de lecture sur Batman. On vous a été nombreux à nous écouter, donc on est très contents. N'hésitez pas à aller checker le reste. On a fait aussi une analyse complète de la filmo de Batman, tant qu'on y est, ses aventures au cinéma. On a fait la même chose sur Spider-Man. Vous pouvez trouver aussi nos podcasts sur John Byrne, Burn Baby Burn, le premier épisode sur Alpha Flight. On a notre série sur les Avengers des années 80, Avengers Rassemblement. La suite arrive bientôt. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Des choses et des choses, Wolverine hein. de Larry On a Hama, on Wolverine de a Larry Justice League Hama. International, on On vous a a... parlé de la Justice Oh, League. Voilà, ouais. allez checker. On vous dit tout sur le revival qui avait été tenté dans les années 2000. Tout ça, c'est en ligne sur YouTube ou sur podcast. Voilà. Bah, mon bon Jérôme, merci beaucoup d'être venu.
Ciao. Et Isaac, pareillement. Ciao, merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés, en espérant que ça vous a plu justement. Autant à écouter que nous à enregistrer. Et puis on se dit à bientôt. Ciao, bye bye.